Alors bonsoir à tous, merci d'être là. Vous savez que vous avez raison d'être parmi nous parce que la table ronde que nous allons avoir ce soir est une table ronde vraiment exceptionnelle dont on parlera encore dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans si on est encore vivant. Et c'est vraiment l'occasion pour des gens qui apprécient Howard Phillips Lovecraft et Robert Irving Howard d'en apprendre plus sur leurs auteurs préférés. Nous avons la chance en effet d'avoir parmi nous des experts, des passionnés. Il serait difficile d'aborder les univers de l'imaginaire de ces deux grands écrivains sans être forcément passionné. Alors, cette table ronde devrait se dérouler grosso modo en deux parties, si j'arrive à domestiquer les quatre phénomènes que j'ai à mes côtés. Dans un premier temps, nous allons réjouir, nous réjouir de la chance immense qui est la nôtre de disposer de versions françaises de la quasi intégrale de l'œuvre de Lovecraft et de Howard dans une très bonne qualité. Ça n'a pas toujours été le cas. Et on verra qu'il y avait un chemin à parcourir. Donc, dans ce premier temps, nous verrons comment, aujourd'hui, on a la possibilité de lire Lovecraft et Howard en comprenant mieux l'intention originelle des auteurs et en étant plus près de la réalité de ce qu'ils ont écrit en leur temps. On verra que ça a été un chemin, comment dire, plein d'embûches et d'épreuves, mais c'est justement ça qui rend l'aventure humaine intéressante. Dans un deuxième temps, on en profitera, après avoir mis en parallèle les deux personnes qui ont travaillé sur les retraductions des œuvres, on mettra en parallèle les deux auteurs eux-mêmes, pour découvrir comment deux hommes qui apparemment sont très différents sur certains points, ont réussi à faire une rencontre intellectuelle, à défaut d'une rencontre physique, et à établir un lien qui était réellement teinté d'admiration et de respect mutuel. Enfin, il vous est absolument interdit de vous endormir ou même de sortir en cours de route, parce que la troisième partie de cette table ronde sera l'occasion d'une annonce qui est véritablement une première intergalactique, enfin, au minimum française, et en tout cas ce soir, typique de Belleville-sur-Meuse, il y aura une annonce importante qui intéressera tous ceux qui sont, comme moi, passionnés par Howard et Lovecraft. Donc vous êtes obligés de rester à la fois réveillés et présents. Essayez de faire un effort, merci. Enfin, après, vous le savez, nous aurons la possibilité d'assister sur un grand écran à une projection du Conan de John Milius de 1982 avec le sémillant Arnold Schwarzenegger. Et juste avant, si nous sommes gentils, si vous êtes sages et si vous êtes encore réveillés, vous aurez la possibilité de poser directement des questions à nos intervenants qui auront la possibilité, éventuellement, s'ils le désirent, de répondre. Avant tout cela, je tiens à préciser, ne posez pas de questions pendant que j'en pose moi ou qu'ils répondent aux miennes. C'est mon droit unique et en tant qu'animateur de cette table ronde de poser les questions jusqu'à ce que nous arrivions à la fin de la table ronde. On va essayer quand même de procéder par ordre. D'accord? Merci d'avance de votre compréhension et n'oubliez pas de mettre vos téléphones sur le mode vibreur. Je vais présenter nos quatre intervenants en commençant par un Alsacien. Alexis Metzinger, vous habitez Strasbourg, vous connaissez la région? Je suis né à Metz. Je suis Ouais. né à Metz. Donc vous n'êtes pas tout à fait un étranger, vous ne parlez pas qu'allemand et vous vous exprimez bien. Vous êtes producteur et réalisateur de documentaires et vous avez plusieurs fois, vous êtes intéressé à un domaine qui nous intéresse aussi ce soir, c'est la fantasy. Et vous avez travaillé dernièrement sur un projet qui va être projeté au cours du mois de décembre sur... Qui va être diffusé les 4 dimanches de décembre sur Arte, qui s'appelle Aux sources de la fantaisie, dans ces 4 épisodes de 26 minutes, avec l'illustrateur John O comme personnage principal. Comme fil directeur, c'est l'un des concept artistes, comme on dit, du film Le Seigneur des Anneaux, Les Hobbits et Les Anneaux de Pouvoir. Et il est un peu notre guide, et il va un peu rechercher quelques auteurs. Et il y a 2 épisodes qui nous intéressent particulièrement Et parce qu'ils sont consacrés à... il y a un épisode sur Lovecraft, où on est allé à Providence et où John a rencontré le spécialiste de Lovecraft, S.T. Joshi. Et ensuite, on est allé à Cross Plains, au Texas, où en fait, c'est Patrice Luinet qui nous a reçus. Et on a fait l'épisode avec Patrice Luinet qui a guidé John dans les lieux et dans la région où Howard a vécu. Tout à l'heure, je vous demanderai donc de nous raconter comment vous avez vécu cette aventure et ce que ça vous a apporté sur la compréhension des deux auteurs eux-mêmes. À vos côtés, il y a Alex Nikolavitch. Bonsoir.
Bonsoir. Alors, Alex, vous êtes un peu une espèce de couteau suisse. Vous avez fait plein de choses et vous faites encore plein de choses. Vous êtes traducteur de bande dessinée, scénariste de bande dessinée. Vous avez fait une biographie de H.P. Lovecraft en bande dessinée. Vous êtes un auteur tout court. Vous êtes normalement passionné seulement par Lovecraft, mais vous vous intéressez aussi à Howard. Hier, vous avez proposé une conférence consacrée à un de ses personnages clés. Vous serez là aussi pour nous parler de votre participation, du petit coup de main que vous avez apporté à un des collègues qui est juste à côté, vers lequel je vais me tourner tout de suite, David Camus, parce que vous faites de la traduction également. Et oui, j'avais traduit 6 textes pour l'intégrale Lovecraft, 6 coécritures. David s'occupait de tous les textes écrits par Lovecraft lui-même, donc les grands cycles de nouvelles. Et en fait, le projet ayant enflé démesurément, suite au crowdfunding qu'il avait financé, il y a un moment où humainement, David, et il y avait même un moment où j'avais éprouvé beaucoup de compassion pour David qui était face à une tâche absolument titanesque et difficile. Et donc, un pool de traducteurs s'est relayé sur ce qu'on a appelé les révisions, c'est-à-dire ces textes qui pouvaient avoir été proposés par d'autres auteurs et que Lovecraft a peaufiné, travaillé, ou d'autres textes. Et là, il y avait un de mes petits chouchous, L'Océan de la nuit, qui était une idée de Robert E. Barlow, et avec lequel, sur lequel, qui est un des derniers textes d'ailleurs écrits par Lovecraft, et qui est pour moi une espèce de sommet. Et donc il y avait eu un peu une bagarre entre le pool de traducteurs. On y reviendra. On y reviendra parce qu'il faut que je continue à présenter les gens. Mais je vous interrogerai sur votre perception de la traduction parce que si vous n'avez pas fait un travail aussi intensif que celui de David, vous avez vu un petit peu les difficultés qui pouvaient être rencontrées pour ce genre de job. David Camus, quand je vous regarde, j'éprouve, comment dire, un mélange d'admiration éperdue et d'effroi, parce que je ne savais pas qu'un être humain pouvait traduire tout Lovecraft, et comme vous l'avez fait, avec une énergie intense. C'est une expérience qui vous a marqué? Oui. Bonsoir. Oui, bon, je ne sais vraiment pas quel. Mais je sais pas par quel sens prendre ni la question ni offrir la réponse. C'est même pas une vraie question. Oui, non, c'est une constatation en fait. Qu'est-ce que je peux dire? Rien. Parce que je crois que vous l'avez déjà dit comme ça, parce que je vais me tourner tout de suite vers votre voisin d'à côté, qui est un petit peu, on ne peut pas le nier, l'invité d'honneur de cette année. Patrice Louinet, vous avez retraduit presque l'intégrale de l'œuvre, enfin l'intégrale de fiction de l'œuvre de Robert Irving Howard. C'est un travail énorme, considérable. Vous l'avez manifestement très bien traduit parce qu'aujourd'hui, vous bénéficiez d'une grande considération auprès des gens qui connaissaient Howard avant vous. Et c'est à vous que j'ai posé la première question, que je poserai juste après à David, comme ça David pourra se préparer. Un jour, vous vous êtes retrouvé devant un clavier à vous dire, il va falloir que je traduise d'énormes bouquins et dans des délais relativement brefs. Mais quel a été le point de départ? Quel a été le moment où vous vous êtes dit, il va falloir le faire? Et lorsque j'ai rencontré les gens de chez Brajlon, avec qui j'avais signé, je leur avais dit, écoutez, voilà. Mais en revanche, je veux que votre traducteur il fasse ceci, cela. Je veux revoir tous ces textes. Je veux vérifier ceci, je veux vérifier cela. Ce qui fait qu'au bout d'une semaine, ils m'ont dit, mais tu vas quand même être traduire tout seul, ça va être plus simple. Hein, parce qu'autrement, tu vas nous casser les pieds pendant 3 ans. Donc, j'ai dit, OK. Et en fait, le premier défi auquel j'ai été confronté, c'était, vu qu'il y avait tellement eu de problèmes sur les éditions antérieures de Howard, que ce soit aux États-Unis ou en France, mon premier véritable problème, ça a été, OK, tu dois faire preuve d'un respect absolu envers l'œuvre, et qui posait le problème de, mais est-ce que je ne vais pas trop coller de trop près au texte par peur de le trahir? Donc c'était arrivé à trouver cette balance, cet équilibre délicat entre le respect et le fait de traduire un texte donc d'adapter à un public français, donc faire en sorte que je respecte l'œuvre, mais que je l'adapte à une version française. Mais Brajlon a tout de suite été d'accord pour jouer le jeu? Oui. Alors, en fait, il faut que je raconte l'histoire. Hein. C'est un jour, j'ai appelé Brajlon et je leur dis bonjour, voilà, ça vous intéresse de publier Conan? Ils m'ont fait oui, vous êtes mignons, vous êtes gentils. Et je dis non, mais si, vraiment. Et est-ce que je peux vous rencontrer? Bon, ils ont fait ok. Donc, ils ont fait, à l'époque, c'était Stéphane Marsan. Et donc, 2-3 semaines plus tard, je me suis pointé dans les bureaux de Brajlon j'avais un lutin dans lequel j'avais des centaines de pages de photocopies d'originaux, etc. Et j'ai amené des bouquins des éditions anglaises et ils ont fait ah ouais, d'accord. Et donc, du coup, c'est là qu'on a commencé à causer. J'ai appris des années plus tard, lorsqu'on a signé le contrat, qu'il y avait une fête privée ce soir-là chez Brajlon dans lequel c'est bon, les gars, on a Conan. Ils ont fait une soirée
phénoménal parce qu'ils étaient super heureux d'avoir Conan. Ceux, évidemment, je n'avais pas été mis dans la confidence à l'époque. Et alors, ça s'est discuté comme ça, mais il y avait Conan, mais il y avait aussi derrière Cormac Fils-Geoffrey, Cormac McCart, il y a Agnès de Châtillon, donc des personnages qui sont a priori moins vendeurs. Brajlon n'avait pas peur? Alors, au début, on a parlé véritablement de Conan, mais en fait, très très vite, moi j'avais un projet qui était bien plus ambitieux que ce que j'ai présenté en fait à Brajlon. Et je leur ai imposé très vite, lorsque le premier volume a très bien marché, je leur ai imposé de publier Solomon Kane entre Conan 2 et Conan 3. Ça veut dire que Solomon Kane est arrivé comme un cheveu au milieu de la soupe, si je puis dire. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que je disais, ben voilà, si les gens vont acheter les 3 premiers Conan, ils vont être contents, ils vont s'arrêter. Et pour moi, c'était une erreur. Donc j'ai dit aux gens de Brajlon, voilà, on publie le premier Conan, deuxième Conan, et après Solomon Kane. Et ensuite, le troisième Conan. Et comme volume numéro 5, j'ai imposé Le Seigneur de Samarcande, qui est un recueil de nouvelles historiques, alors que Brajlon ne publiait que de la fantaisie. Et en fait, ils ont cru dans ma vision éditoriale, qui était une vision d'ensemble. J'avais en fait construit déjà les 12 volumes dans ma tête depuis le départ. Tout était dans ma tête, il y avait un plan qui était vraiment organisé, et j'ai réussi à les convaincre de cette vision. C'était à quelle époque, ça? Le 2006, il y a 16 ans. Oui, ça remonte loin quand même. Et juste un petit détail, tout le monde le sait, mais l'œuvre de Howard avait été charcutée pendant des années par des gens qui s'étaient appropriés son travail, qui l'avaient déformé, qui l'avaient réécrit, qui l'avaient coupé. Il y avait des problèmes à tout niveau, que ce soit au niveau d'édition française, en raison de traducteurs qui n'étaient pas forcément formés au domaine dans lequel je traduisais. Le fait que ces traducteurs français fonctionnaient à partir de textes américains qui étaient caviardés, censurés, déformés, etc. Et que même les versions qui paraissaient dans Weird Tales avaient subi des différents problèmes éditoriaux. Donc oui, c'était un sac de nœuds, très clairement. D'accord. David Camus. A priori, Lovecraft n'avait pas eu les mêmes problèmes, enfin l'œuvre de Lovecraft en français n'avait pas eu les mêmes problèmes que celle de Howard. J'écoutais Patrice, je pourrais quasiment faire mienne ses paroles. C'est-à-dire qu'il parle d'immense respect. Moi, ma première démarche, c'est d'abord une démarche d'extrême humilité face à Lovecraft. Voilà, c'est lui, c'est pas moi. C'est son œuvre, c'est pas la mienne. Et il sait ce qu'il fait. Voilà. Patrice a dit que dès le début, il s'agissait évidemment de traduire l'œuvre d'un auteur et pas simplement Conan, etc. Mais c'est vraiment l'œuvre entière. On aborde la chose dans son entièreté. Dans mon cas, c'est exactement la même démarche. Alors c'est vrai que quand on fait des livres, par définition, on commence généralement par un livre, puis un deuxième, puis un troisième. Ça n'a pas exactement été le cas jusqu'au bout dans l'affaire Lovecraft, parce qu'on a eu à un moment donné ce financement participatif qui a permis de faire 7 livres d'un coup. En quelle année le financement encore? Le financement participatif a eu lieu en mars 2018 et s'est conclu en avril 2018. Les livres ont été livrés à partir d'octobre 2021. Mais j'ai commencé à traduire Lovecraft. Enfin, on me fait la proposition de le retraduire en avril 2010. Et il est évident pour moi que je ne peux pas. Alors, ça fait à peu près plus de 10 ans que je traduis de manière professionnelle, entre autres. Mais je ne peux pas aborder Lovecraft sans sans envisager de le traduire dans sa totalité. Donc, dès 2010, je sais qu'en gros, je vais mourir en traduisant Lovecraft. Enfin, d'ailleurs, j'étais pas si loin de la vérité. Mais il s'agissait de faire tout, de traduire le tout par le tout. Alors, on avait choisi à l'époque un premier volume, parce qu'on allait à un moment donné mettre en avant une sorte de thématique. À l'intérieur de la thématique, si vous voulez, un ordre chronologique ensuite. Mais on avait décidé de commencer par Les Contrées du Rêve, qui nous paraissait parmi les œuvres déjà traduites donc, de Lovecraft, celle qui avait été, le moins bien servie, en fait. Mais justement, parce que bon, on sait qu'Howard avait été charcuté de toutes les façons possibles, mais Lovecraft, quand on le lisait en français, on avait l'impression que c'était des traductions correctes. On avait l'impression. Voilà. Alors, quel était le vrai problème? Qu'est-ce qu'il y avait? C'est qu'en fait, on ne savait pas lire. C'est-à-dire qu'on avait l'impression, mais c'était la mauvaise impression. C'est-à-dire que c'est vraiment intéressant aussi, ça en dit long sur nous et notre rapport à la lecture. Je l'ai lu, Lovecraft, dans les années 80. Moi, je le découvre en 80, 82, j'ai 11 ans, 12 ans. Les livres font tâche, si vous voulez, dans la bibliothèque de ma mère. Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait dans sa bibliothèque de classiques des livres intitulés « Je suis d'ailleurs »,« Les montagnes hallucinées ». Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que c'est? Je suis frappé par les titres et je demande à ma mère, mais c'est quoi ces livres? Et ma mère me répond, je ne sais pas, je ne les ai jamais vus. Mais ils sont chez elle. Alors je me dis, tiens, c'est quand même bizarre, des livres qui apparaissent comme ça dans une bibliothèque, je vais les lire. Et j'ai évidemment été complètement conquis, mais comme tout le monde. Alors j'ai lu les traductions de
Jacques Papy, de Bernard Noël. Je les ai lus et relus. Je veux dire, le Démons et Merveilles, je l'ai lu, je crois, 5 ou 6 fois. Je ne sais pas trop quoi en dire. Non, je ne sais pas trop quoi en dire, sinon que d'une part, objectivement, dans bien des cas, il manque jusqu'à 25% du texte. Alors pas forcément c'est Bernard Noël, mais en tout cas chez Papy. Et que par ailleurs, je vais être gentil en disant qu'il peut y avoir jusqu'à une dizaine de contresens par page. C'est pas le texte. J'ai exactement la même expérience que David sur Howard. Mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire, avec ces mêmes problèmes que tu abordais à l'instant, c'est qu'on sent que derrière, on devine l'auteur. Sa force est toujours là. Non, mais on sait qu'il y a une œuvre derrière. L'auteur est plus fort que la mauvaise traduction. Oui, c'est inouï. Il y a un truc qui est passé pour nous tous. Oui. Pour nous tous. Donc à un moment donné, il s'agit de rendre l'œuvre à l'œuvre, ou rendre justice à l'auteur, de rétablir quelque chose qui nous paraît faussé. Mais il a fallu que vous lisiez l'original en anglais pour réaliser. Non mais ça, bon, j'avais lu déjà. Alors, j'avoue, enfin, je veux dire, j'avais lu, je crois, tout Lovecraft, en tout cas ce qui avait été publié dans les années 90 chez Bouquin, chez Robert Laffont. J'avais lu certaines choses en anglais, oui, mais je n'avais évidemment pas lu, par exemple, Les Mondaines hallucinées, Mountains of Madness en anglais. Enfin, il y avait des grands textes comme ça, je n'avais pas lu en anglais. Mais quand j'ai commencé, si vous voulez, à le retraduire, d'emblée, je sais que je m'affronte à une sorte de géant, quoi. Et qu'il faut que je m'équipe. C'est vraiment, vous voulez gravir l'Everest, et il faut... je n'ai pas les forces pour gravir l'Everest, mais je vais prendre du matériel. Alors, ce matériel, par exemple, un truc tout bête, faire un glossaire. Que dès que je vois un nom propre, un nom de lieu, un nom de je sais pas, de faune, de flore, de personnage, je fais une entrée dans mon propre petit dico que je me crée, et je mets la définition que je trouve dans les mots en anglais. Ensuite... David, je vous interromps là parce que j'ai envie qu'on discute après de votre méthode à tous les deux, parce que j'imagine que vous avez abordé l'œuvre respective de Howard et de Lovecraft d'une manière un petit peu différente et personnelle, et j'aimerais bien qu'on confronte vos expériences. Je voulais retourner vers Patrice pour continuer à faire cet échange. Non, juste pour clore, juste pour dire, mon expérience, c'est Lovecraft, c'est pas Howard, mais honnêtement, je veux dire, je fais mienne les paroles de Patrice. L'approche est la même, et dans le rapport avec les éditeurs, il y a aussi des similitudes. Patrice, quelle a été la première difficulté quand vous avez entrepris votre tâche? Qu'est-ce qui a été le plus dur? Trouver les originaux, aborder la traduction, les règles que vous deviez établir pour respecter le travail d'Howard? Qu'est-ce qui a été dur? Alors, trouver les originaux, non, puisque à l'époque, j'avais déjà en fait amassé, puisqu'en fait, la traduction de l'édition française n'était que la version française, pardon, n'était que la traduction de l'édition américaine que j'avais déjà dirigée pour le compte d'Angleterre et des États-Unis. J'étais parti à la pêche aux manuscrits originaux depuis des années, donc j'avais déjà tout le fond matériel, tous les manuscrits, les tapuscrits, tout ça était déjà dans ma collection. La première difficulté, c'est qu'en fait, j'ai commencé par traduire le Phénix sur l'épée. Et donc, c'est une nouvelle qui commence par des conspirateurs qui quittent une demeure parce qu'ils s'apprêtent à assassiner Conan, qui est roi dans cette nouvelle. Et dans la première page et demie, l'expression « dans la nuit » apparaît 7 ou 8 fois. Et je dis « qu'est-ce que tu fais ?» Parce que dans la nuit, courir dans la nuit, partir dans la nuit, etc. C'est est-ce que tu traduis tel que c'est écrit, ou alors est-ce que tu dis, en français, ça fait quand même beaucoup trop de répétitions. Et donc, c'était essayer d'arriver à trouver ce juste milieu. En fait, ce problème de répétition qu'on trouve chez Howard, parce que son anglais n'a pas le problème des répétitions qu'on a en français, c'était est-ce que vu que cette œuvre a été tellement charcutée, est-ce que je colle au texte en étant vraiment au cordeau du texte original, ou alors est-ce que je prends un peu de liberté? Et donc, du coup, au début, j'ai dit, bon, tu vas garder tout dans la nuit. Après, j'ai dit, non, ça fait quand même beaucoup trop. Et donc, c'était en fait d'arriver à trouver un équilibre dès le départ. Dès ma première page, j'ai été retrouvé, confronté à cette question de jusqu'à quel point est-ce que je suis fidèle, jusqu'à quel point est-ce que je peux avoir de la souplesse par rapport au texte original. C'était la première chose. Et vous vous êtes accordé une certaine liberté pour l'adapter aux exigences françaises. Oui, sur le premier volume, j'ai révisé en fait ma traduction il y a 4 ans quand l'édition est reparue au livre de poche. Je suis repassé par derrière parce qu'il y avait des choses avec le recul où je n'étais pas totalement satisfait. Et je pense que n'importe quel traducteur fait ça s'il en a l'occasion. Voilà, donc c'était vraiment mon premier travail, véritablement. Ensuite, les difficultés, qui sont des difficultés liées au genre. En fantasy, etc. Alors, j'aime pas trop parler de genre, comme si vous avez suivi la conférence de ce matin, c'est pas quelque chose qui m'excite. Mais par exemple, le roi que Conan tue
avant d'accéder au trône, a 3 noms différents dans les nouvelles d'Howard. La capitale de la Quilonie a 2 noms différents, suivant qu'on s'intéresse si on prend le roman ou si on prend une nouvelle qui s'appelle La Citadelle écarlate. Donc c'est est-ce que j'unifie ou est-ce que j'unifie pas? Et donc du coup, là, ma solution était de dire non, il n'y avait pas d'unification dans le texte original, donc tu unifies nouvelle par nouvelle, non pas cycle par cycle. En fait, c'est une réflexion vraiment d'ensemble. C'est ce que disait tout à l'heure David, c'est qu'on peut pas, on n'est pas en train de traduire un texte. Ce texte n'est qu'un exemple d'une œuvre prise et saisie dans sa globalité, et il est important d'avoir une réflexion en amont sur l'œuvre entière avant de pouvoir commencer à s'attaquer véritablement à un travail de traduction. Donc il est important de comprendre l'œuvre, de connaître le genre, etc. Un exemple que j'aime beaucoup donner, c'est que il y avait un des traducteurs précédents d'une des nouvelles de Conan, donc dans Toujours le Phénix sur l'épée, il y a cette scène dans laquelle on a Conan qui se promène dans des souterrains, et là il arrive et il voit des bas-reliefs, et dans lesquels il y a des sculptures, ou des gravures, je ne me rappelle plus, des grands anciens. En anglais, The Great Old Ones. Donc créature Lovecraftienne, donc évidemment un hommage à Lovecraft qui est placé comme ça ici dans la nouvelle. Le traducteur précédent, très bon traducteur au demeurant, ne connaissait rien en genre, n'avait jamais lu Lovecraft, et du coup dans la version précédente, on voit Conan qui n'est pas en train de regarder des reliefs des grands anciens, il est en train de regarder des bas-reliefs qui représentent ses vénérables ancêtres ou ses vénérables aïeux. Donc ce genre de choses. David Camus, j'imagine qu'il y a certains points communs effectivement dans vos méthodes, c'est évident, mais chez vous, j'ai l'impression qu'il y a eu une recherche très scrupuleuse du respect du texte original et de la traduction de ce niveau-là. La même chose, c'est ni plus ni moins. Enfin, je veux dire, on pourrait faire un décalque, bon, c'est pas les mêmes auteurs, je crois que la manière de les aborder est la même. Les exigences sont les mêmes. Après, j'allais dire, moi j'ai 4 ans de retard. C'est intéressant, je t'écoute là sur 2006, puis moi, comme tu sais, c'est 2010. On se rend compte peu après. Et je suis un peu je suis presque derrière Patrice comme ça. Il faut s'outiller. Donc la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que je traduis? Bon, je sais que je traduis l'œuvre. Donc ça veut dire en effet connaître non seulement l'œuvre, mais aussi, si possible, de toute façon c'est une tâche impossible, parce que ça veut dire les influences de l'auteur, les lectures de l'auteur, le quotidien de l'auteur. Quand je dis le quotidien, ça va de, je sais pas, je peux dire qu'est-ce qu'il boit, qu'est-ce qu'il mange, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a dehors, c'est quoi la ville où il habite. Alors Providence joue un rôle fondamental dans l'œuvre de Lovecraft, donc je savais qu'à un moment donné, de toute façon, je ne pourrais pas mener ce travail à bien sans habiter. C'est même pas y aller, hein. C'est pas y aller. Hein. Il faut passer du temps à Providence, à éprouver la ville. Ça veut dire la parcourir de haut en bas, de gauche à droite, etc., jusqu'à en avoir ce que j'ai fait mal aux jambes, de jour comme de nuit. Pour la vivre physiquement comme lui avait pu la vivre, tout en sachant que bon, moi j'y ai passé 3 mois, lui c'est quasiment toute sa vie, à l'exception de en gros 2 années, enfin, sauf les voyages. Mais c'est ce rapport-là pour permettre, si vous voulez, à l'auteur de, comment dire, s'incarner en nous et s'exprimer à travers nous dans une langue qui n'était pas la sienne et dans une époque qui n'est pas non plus la sienne. Ça m'intéresse énormément parce que là, je réfléchis aussi en vous écoutant et je comprends des choses que je n'avais pas forcément aperçues avant. Cette approche qui consiste à dire c'est une facette de tout, chaque nouvelle est une facette de tout, j'ai toujours considéré, et ça m'a été, je veux dire, démontré de manière quasiment palpable, tactile au cours de la traduction, en tout cas ces dernières années de Lovecraft, c'est ce que nous sommes. Hein. C'est-à-dire, on aborde cette œuvre exactement avec le regard qu'on peut porter sur l'humanité. Nous sommes nous-mêmes des facettes de quelque chose qui nous dépasse. En tout cas, moi, ce que j'ai voulu dans mon rapport à cette œuvre-là, c'était tenir compte de ça, vivre ça et donner à lire ça. Et c'était, dès le début, je vais vous donner à lire nouvelle par nouvelle, parce qu'encore une fois, comme je le disais, on lit livre par livre, nouvelle par nouvelle, phrase par phrase. Mais il faut qu'à chaque fois, autant que possible, la totalité de l'œuvre vienne nourrir chaque phrase, chaque nouvelle, chaque livre. Et que si jamais, à un moment donné, une note de bas de page, une préface peut vous permettre d'accéder à cette totalité, je m'emploie à le faire, de manière à vous rendre ça. Parce que c'est ce que je veux faire vivre. Mais en même temps, on a l'impression que Howard et Lovecraft, au niveau du style, sont des écrivains très très dissemblables, avec un Howard qui est plutôt tourné vers l'efficacité romanesque et l'action, alors que Lovecraft donne l'impression d'avoir une plus grande prétention intellectuelle au niveau de l'utilisation du vocabulaire. Patrice, Louis, comment est-ce que vous avez
envisager le style de Ward. Comment est-ce que vous le sentez, vous? Alors, le style de Ward est en apparence extrêmement simple. À la lecture, c'est très fluide. À traduire, c'est redoutable. Parce qu'en fait, ce que fait Howard, c'est qu'il va conjuguer un adjectif avec un nom systématiquement qui donne un effet à la fois de description et de vitesse. L'anglais lui permet d'arriver à bâtir des phrases à l'économie. Donc il a un style qui est malgré tout très très économe, mais à rendre en français, c'est toujours beaucoup plus complexe parce que le français est quand même bien plus pachydermique que l'anglais à ce niveau-là. Et il y a un élément qui est extrêmement important dans l'écriture d'Howard, c'est qu'en fait, c'est le lecteur qui fait la moitié du boulot. Si vous lisez en détail une nouvelle d'Howard, lorsqu'il va décrire une végétation, alors je prends l'exemple au hasard au-delà de la rivière Noire, par exemple, en discutant avec des homologues américains qui lisent cette nouvelle, donc j'ai discuté, je me rappelle d'une conversation que j'avais eu un jour avec Rusty Burke, qui est un des équivalents américains, et Carl Wagner, un auteur de fantasy lui-même. Et pour eux, lorsqu'ils lisaient la nouvelle, en fait, ils visualisaient les paysages du Tennessee dans lesquels tous deux ont grandi. Et alors que d'autres Américains voyaient autre chose. Et en fait, quand on lit la nouvelle dans le détail, les termes employés par Howard sont à la fois suffisamment précis, mais suffisamment génériques pour faire que chaque lecteur va faire la moitié du travail. On est à l'opposé d'un Balzac, peut-être d'un Lovecraft, tu pourras nous en parler tout à l'heure, David, mais en fait, il nous fournit des mots dans lesquels c'est notre imagination qui va remplir toutes les choses qu'il ne peut pas dire. Alors l'exemple antérieur avant Howard, c'est Fenimore Cooper. Si vous lisez Fenimore Cooper dans le texte original, les arbres ne sont jamais nommés. C'est toujours des arbres, la forêt, les conifères. Ça reste très très je dirais générique, mais le lecteur doit faire un travail. C'est-à-dire qu'on lit Howard, moi j'ai toujours ressenti ça. Ça veut dire que même lorsque je devais faire des relectures pour les éditions américaines chez Wandering Star, mon véritable souci au moment des épreuves, c'était qu'en fait je disais, bon ben voilà, on va relire un texte, on va essayer de chercher la coquille, et en fait je me rendais compte qu'au bout d'une page, j'étais en train de relire la nouvelle. J'ai dit stop, il faut que tu arrêtes et que tu reviennes en arrière. Donc il est extrêmement difficile en fait à essayer de retrouver cette chose-là en français, parce que la langue, comme je l'ai dit tout à l'heure, le français est plus long et plus verbeux que l'anglais. Et comment arriver à trouver cet équilibre délicat entre je garde le rythme de lecture qui est impressionnant chez Howard, hein, on rentre dans plein milieu de l'action, sans trahir l'œuvre originale. Donc c'était la difficulté majeure. C'est-à-dire que, et en fait, et du coup, c'est là que la parenté avec l'œuvre dont parlait David tout à l'heure est extrêmement importante. Lorsque j'ai traduit le deuxième Conan pour Brajlon, quand j'ai traduit la nouvelle Heure du Dragon, il y a ce chapitre où il y a Conan qui se réveille sur un navire et qui prend le contrôle d'un navire pirate. Je ne saurais pas vous dire comment, quand je suis arrivé, j'étais waouh. Et j'ai traduit mon chapitre en 3 heures. Mais vraiment, c'était un premier jet comme ça, que j'ai relu, et ça coulait, mais c'était nickel. En revanche, sur la Cité de l'Écarlate, il y a un chapitre, il y a un moment, il y a Conan qui est dans un souterrain, et j'ai galéré pendant 3 jours sur un passage qui faisait la moitié en longueur du passage équivalent, l'Heure du Dragon. Donc la proximité, ce qu'on ressent par rapport à l'auteur de manière générale, comment est-ce qu'on sent cet auteur, a une influence capitale sur la vitesse, mais je pense que surtout c'est l'efficacité qu'on peut avoir en traducteur, dans quelle mesure suis-je en phase avec l'auteur que je traduis. David, vous avez été confronté à un auteur pour lequel le vocabulaire est extrêmement important. Il y a certainement aussi une question de rythme des phrases. Enfin, je pense qu'il n'y a pas d'auteur pour lequel le vocabulaire ne soit pas important. Mais pareil, Patrice insiste. Je suis désolé de faire des parallèles toujours entre nous deux comme ça sur la manière de travailler. Mais la lecture est indispensable. Alors, le style de Lovecraft, s'attache énormément à créer une atmosphère assez particulière. Il ne faut jamais oublier que Lovecraft a aussi énormément écrit de poèmes, que sa prose, dans bien des cas, on peut la qualifier de prose poétique. Certaines de ses nouvelles ont même des poèmes à l'intérieur. Donc il faut tenir compte, si vous voulez, des sens, de la polysémie aussi, et également des sonorités. Donc, tout ça, à un moment donné, on se retrouve, si vous voulez, avec des équations qui en français sont insolubles. Donc on fait un choix. Alors l'un des choix que j'avais fait, juste une anecdote. Je ne sais pas si vous la connaissez ou pas, mais elle me paraît intéressante. En tout cas, elle m'a suffisamment marqué, suffisamment guidé dans mon travail pour que je la signale ce soir. Donc, on me propose de retraduire Lovecraft en avril 2010, un samedi. Évidemment, j'accepte, je ne peux pas refuser ça.
c'est évident. Et le soir même, je rêve de ma préface à venir. C'est-à-dire que je rêve que je lis le livre que je n'ai pas encore du tout commencé à travailler, hein, mais je rêve que je le lis. Ce livre s'ouvre par une préface que je lis, et le lendemain matin, à mon réveil, je me souviens, non pas de toute la préface, ça aurait peut-être été commode, mais en tout cas, je me souviens très clairement de la première phrase. Et la première phrase, c'était, bon, je cite de mémoire, mais c'était: quand on traduit Lovecraft, il est important de regarder comment il écrit, mais il est plus important encore de regarder comment il n'écrit pas. Et je traduis Les Contrées du rêve, hein, la quête onirique de Kadath l'inconnu. Et ça me vient en rêve. Alors d'abord, je me dis, bon, bah, j'ai la première phrase de ma préface, quand même assez pratique. Mais ensuite, surtout, je sais qu'il faut, à chaque fois que je le lis, que je le traduis, que j'ai en permanence ça en tête. Quand Lovecraft emploie un mot, c'est qu'il n'en emploie pas un autre. Et donc, dès le début, je sais, là, c'est là que je fais mon fameux index, je fais, à côté du glossaire, je fais un index où je commence à noter, en 2010, je commence à noter des mots, un peu furieusement. Voilà, les mots de Lovecraft, j'appelle ça comme ça, les mots de Lovecraft, c'est mon dictionnaire, si vous voulez, Lovecraft français, parce qu'encore une fois, je suis sûr que Patrice dira la même chose. On ne traduit pas tellement de l'américain vers le français, on traduit pour lui Howard français et moi Lovecraft français. Je note les mots de Lovecraft, combien de fois ça apparaît dans la totalité de l'œuvre, comment les autres en ont rendu compte, comment on peut le traduire, comment moi je le traduis. En gros, pour bloquer les mots, si vous voulez, parce que si un mot apparaît une fois dans son œuvre en anglais, je veux qu'il apparaisse dans ma traduction une seule fois. C'est là où je disais que vous aviez un vocabulaire qui était important à respecter. Écoutez, moi je suis un gamin qui a découvert Lovecraft et qui était obligé de se plonger dans un dictionnaire pour découvrir le sens de certaines expressions, miasme, méphitique. Oui, mais ça moi nous a aussi. fait tout ça. Je pense que tout le monde Ictoïde, ici, hein. enfin, je veux dire, amanuensis, ictoïde, enfin, qui ne l'a pas? Et alors là, je t'écoute avec un mélange de bonheur et un peu teinté de jalousie, parce que quand tu dis c'était facile, j'ai fait, moi, cette facilité, j'ai couru après, je l'ai souhaité, j'y ai aspiré. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait mon index, c'était en me disant, ouais, ça va, je vais avoir tous les mots, ça va être plus simple après. Ça n'a jamais, 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 jamais été plus simple. C'est-à-dire que jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière traduction, en gros, je crois que j'ai fait 84 textes à peu près. Alors ça comprend des essais, des lettres, des nouvelles et autres. Ça a toujours été d'une difficulté extrême, mais aussi pourquoi? Parce que le style même de Lovecraft ne cesse, si vous voulez, si les thématiques, ils tournent autour, c'est un peu, on tourne souvent autour des mêmes choses, mais l'œuvre, elle évolue en permanence, le style évolue en permanence, et Lovecraft, et ça je voulais le montrer aussi, il a à cœur de ne pas jamais, c'est pas un auteur qui se repose, c'est un auteur qui continue d'aimer l'écriture, de vivre par et pour l'écriture, et donc qui va nourrir son style aussi de nouveaux mots. Donc il y avait des nouvelles choses qui arrivaient. Et maintenant, il y a la question à 10 euros. Vous avez travaillé, Patrice, pendant combien de temps? 10 ans sur vos traductions? Oui, environ, oui. Voilà. Il n'y a pas eu un moment où c'était la saturation, le ras-le-bol? Il n'y a pas eu le découragement et l'impression d'avoir attaqué quelque chose qui était trop grand? Non, jamais. J'ai la chance, j'ai eu la chance, j'ai toujours la chance de travailler sur ce que j'aime, sur ce qui est ma passion depuis des décennies maintenant. Ça serait malvenu de la part de me plaindre. Non, c'était un bonheur absolu. Et Alors, effectivement, des fois, j'ai été très fatigué. Je me souviens du troisième Conan, lorsque je l'ai terminé, j'étais dans un état d'épuisement total, mais véritablement total. Et donc, j'ai terminé ce bouquin-là un jeudi à 17h, en n'ayant pas dormi de la nuit, parce que j'étais en retard sur la livraison de mon texte. J'envoie mon texte, je prends une douche, et dans la foulée, j'avais une interview vidéo d'1 heure, alors que je n'avais pas dormi de la nuit, j'avais très peu dormi de la semaine. Et le temps que je prenne ma douche et que j'aille au rendez-vous de mon interview, et on me dit, bah, parle-nous de Howard, parle-nous de Conan, et j'étais... Voilà. Et comment est-ce que vous organisiez vos journées? Ça aussi, c'est un détail que j'aimerais savoir. Sur le plan pratique, parce qu'on vit avec une traduction, comment ça fonctionne, ça, quand on s'attaque à une œuvre aussi importante? Est-ce que vous dormiez quand même? Peu. Moi, j'ai la chance de peu dormir naturellement, parce que j'ai un métier à côté. C'était des mois où je dormais vraiment très peu. C'est vraiment, je travaillais beaucoup la nuit pour avoir un calme absolu. Donc j'aimais bien travailler entre 11h du soir et 3-4h du matin, Les heure à week-ends? laquelle j'allais tout le temps. J'ai la chance de pouvoir dormir 3h, 4h par nuit et de redémarrer le lendemain. Donc du coup, j'aimais bien avoir ce calme absolu, en fait, le fait qu'il y ait la nuit, qu'il n'y ait pas de bruit de circulation, que chez moi, il n'y ait personne, en fait, que je puisse travailler seul, aider grandement ma concentration. David, vous, il n'y a pas eu un ras-le-bol à un moment? Il n'y a pas eu
un moment où vous vous êtes dit que c'était trop dur, c'est plus possible? Bon, je commence en 2010, je termine, enfin, si on peut dire terminer, parce qu'on finit jamais en fait. Enfin bon, les 7 livres là sortent donc l'an dernier, même si on reprend là. Là, je me frotte ici, vous voyez, tu vois, Jean. Là, j'ai développé à la fin de ce travail sur Lovecraft, là, les dernières années, en 2021, une douleur extrêmement localisée, ici, en bas, à droite de la tête, à l'arrière. Dès que je reparle, comme ça, comme on le fait là, hein, de Lovecraft, cette douleur revient. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, ça me fait douloureusement, c'est physiquement mal. Bon, moi j'ai plus besoin de sommeil qu'il faut que je dorme. Je ne peux pas dormir 3-4 heures par nuit, c'est pas possible. Mais il y a eu des rythmes similaires. Je me souviens par exemple quand il a fallu, pareil, on a des contraintes éditoriales, c'est-à-dire que le premier livre que je fais, Les Contrées du rêve, il doit paraître en même temps qu'un ouvrage collectif qu'on fait. On est plusieurs auteurs, Mélanie Fazi, Raphaël Graine-Castagnac, Nicolas Fructus. Bon, il faut que les 2 livres sortent en même temps, donc je n'ai pas le choix, il faut rendre le texte à tel moment. Lovecraft, c'est effroyablement compliqué. Je pense qu'Alex, à traduire, pourra dire la même chose. Il faut à peu près, moi j'ai constaté, il faut 3 fois plus de temps pour traduire Lovecraft que pour traduire un autre auteur, à peu près. Bon. Évidemment, on n'est pas payé 3 fois plus, il y a toutes sortes de contraintes. Et je sais que le premier Lovecraft que j'ai fait, il a fallu que je travaille les 2 dernières semaines pour rendre le texte à l'heure, enfin le jour dit. J'ai travaillé les 2 dernières semaines, tous les jours, 20 à 22 heures par jour, tous les jours. Ce qui fait aussi, là tu as parlé, il y a un mot extrêmement important qu'a dit Patrice, qui est le mot concentration. Il faut bien se rendre compte d'une chose, hein, on est totalement dedans. Je pense qu'il pourrait y avoir une bombe à côté, on ne l'entend pas, on ne sait pas. Tant qu'on ne s'effondre pas comme une bête qu'on aurait, je sais pas moi, décapitée, on continue d'avancer jusqu'au bout dans le texte. Ce rapport au texte, il devient à un moment donné tellement intense que c'est complètement charnel, qu'on se fond dans les mots ou les mots se fondent dans nous. Je ne sais même plus faire la différence. Et c'est vrai que moi, je me souviens très bien, ça s'est confondu avec la naissance de ma première fille. Je rends le texte, le lendemain, c'est pas compliqué, je m'effondre, je tombe malade. Voilà. Et les derniers, là, bon, je vous raconte tout, hein. De toute façon, j'en parle aussi dans mon journal, il n'y a rien de secret. Mais le deuxième texte, je le fais, c'est assez compliqué aussi. Donc, le deuxième, c'est en 2013, c'est Les montagnes hallucinées et autres récits d'exploration. Et je vis tellement à l'intérieur que mon épouse à l'époque me dit si tu en fais un troisième, je divorce. C'est pas, elle m'a jamais dit ça. Elle me l'a dit après, j'y reviendrai. Mais avant, elle m'avait jamais dit ça. Elle me dit ça avec Lovecraft, je ne supporte plus Lovecraft. Voilà, si tu en fais un troisième, je divorce. Et c'est pas seulement, si vous voulez, à cause des difficultés matérielles et autres que ça peut engendrer. C'est l'état dans lequel je suis quand je le vis. Quand je le traduis. Oui, mais c'est un investissement personnel total, quoi. Donc. Ben, pour lui, oui. C'est-à-dire que, pareil, je veux dire, Patrice et moi, on a traduit tous les 2 d'autres choses, mais on a même traduit des choses ensemble. Enfin, moi, je n'ai jamais eu, avec aucun des auteurs que j'ai traduits, le type de rapport que j'ai avec Lovecraft. Et je pense que c'est pareil. Oui, Moi, l'investissement. vous voyez, vous nous écoutez parler, et puis je pense que d'ailleurs, c'est la première fois qu'on intervient comme ça tous les 2, mais il y a beaucoup de similitudes dans notre approche, mais ce qu'a fait Patrice avec Howard, moi, j'en suis incapable. Je peux pas. Je ne saurais pas voir. Je ne peux pas faire ce qu'il a fait. Et donc, bon, j'arrête de traduire Lovecraft parce qu'évidemment, mon épouse m'ayant dit ça, je choisis quand même mon épouse. Et bon, elle finit par divorcer. Et donc, en fait, je reviens à Lovecraft. Et je reviens à Lovecraft, on est en 2017. Et là, j'avance. Il y a le financement participatif. Je rends compte aux gens de l'avancée de mon travail. Puis en plus, après, il y a le confinement. Alors évidemment, je suis en retard parce que les délais fixés par l'éditeur sont pas. Enfin, le projet ayant enflé au moment du financement participatif, on passe en gros, je ne sais plus de mémoire, de 3 ou 4 livres à 7, sauf que les délais restent les mêmes. Alors déjà, au début, c'était très très compliqué, mais alors à la fin, c'est juste impossible. Et en effet, quand vous êtes arrivé, c'est la cavalerie. Hein. Je veux dire, vous savez, dans le retour du roi, c'est les elfes qui arrivent. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que j'aurais fait sans eux, je ne sais pas. Et il faut avancer. Là, on est très soutenu. Enfin, moi, j'ai la chance d'avoir été encore extrêmement soutenu à la fois par l'éditeur, par la famille, par des amis, par une communauté qui porte et qui permet de ne pas s'effondrer totalement. Mais c'est physiquement. Là, on parle de toutes choses. On peut parler de sensibilité, on peut parler de vision, on peut parler, si vous voulez, de concentration, de capacités intellectuelles. Mais pour moi, à un moment donné, le vrai problème, il a été physique. C'est-à-dire, c'est la capacité physique, l'endurance, si vous voulez, de tenir le rythme. Et c'est pas, c'est pas facile. Surtout quand on fait tout dans la foulée, seul,
les 7 livres. Je me tournais vers Alex Nikolavitch, puisqu'il vous a donné un coup de main à un moment sur certains textes. Alex, est-ce que vous avez été traducteur notamment de Ashton Smith, Clark Ashton Smith? Vous savez ce que c'est que le travail de traducteur. Est-ce que vous avez senti les contraintes particulières qui étaient liées à Lovecraft et à l'épreuve qui était imposée à David, en fait? Alors, je savais, on avait eu l'occasion d'en discuter avec David, et je savais qu'effectivement, il y avait eu cette difficulté à la fin des Montagnes hallucinées où David était un peu rincé. On avait eu l'occasion d'en discuter un petit peu. Et j'avais même quelques inquiétudes en fait sur la santé de David quand il était au cœur de ce truc-là. Pour Clark Ashton Smith, par exemple, je m'étais retrouvé sur le truc. Il y avait eu aussi un financement participatif où un 3e tome avait été rajouté en cours de route parce que le financement avait enflé et qui n'était pas un tome prenant les grands cycles de Smith. Et là, le truc connaissant un peu un des traducteurs avec qui j'avais travaillé, qui était Julien Bétan, et connaissant un peu les éditions Mnemos, je me dis, je vais y aller au flanc. Je vais dire, bon, s'il y a un problème, s'il manque du monde sur Smith, j'adore Smith, j'étais tout à fait conscient, je croyais être conscient des difficultés que posait Smith, parce que là aussi, Smith est un auteur difficile à traduire. Et donc, je me dis, j'y vais au flanc, j'essaie de me placer sur ce truc-là, parce que j'adore Smith, et ce serait un accomplissement pour moi en tant que traducteur de m'attaquer à Smith. J'ai un peu regretté. Le truc, donc, j'y vais au flanc en disant à Fred et à Julien, à Fred Veil, l'éditeur, si vous manque du monde, n'hésitez pas, on peut en discuter. Moi, je peux me rendre disponible là-dessus, parce que je traduis essentiellement 80% de ce que je traduis, c'est du comics. Donc, c'est des trucs 120 pages de comics. Je les fais dans la semaine en général. J'ai un rythme de travail depuis plus de 20 ans qui est rodé. Je me mets au travail à 7h15, le café passe, je lis mes mails, et à 7h30, je commence ma journée de traducteur. Et Lovecraft, ça vous semblait pas un défi impossible pour vous? Ça me semblait pas impossible, justement parce que j'avais fait Smith. Smith, il y a une poésie, une écriture poétique chez Smith qui le rend d'autant plus ardu parce que c'est très baroque. Smith était un grand fan des poètes symbolistes français, notamment. Et donc, il a une prose très dense, très tissée. Et en fait, oui, quand j'ai commencé à mettre les mains dans le moteur, je me suis rendu compte je l'avais lu très peu en version originale, et je l'avais lu beaucoup dans les traductions de Truchot, notamment chez Néo. Quand il a fallu mettre le nez dedans, alors certains textes, il y a des textes de diverses qualités chez Smith, certains sont plus faciles que d'autres. Il y a eu un problème de délai. À un moment, on s'est aperçu qu'il y avait eu une erreur de sommaire. Et il y avait une grosse nouvelle de 70 000 signes qui n'était pas au sommaire, et on s'en est aperçu 10 jours avant le bouclage. Et le problème, c'est que ces auteurs-là, tu parlais d'un ratio de 3 fois plus long. Et c'est à peu près ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que quand je traduis des auteurs, il y a des difficultés techniques sur Diana Wynne Jones, l'autrice du Château de Hurle, qui a une prose particulière, qui joue sur le conte de fées avec une distance ironique. Il faut trouver le ton, le bon réglage là-dessus. Mais une fois lancé sur Jones, je pouvais faire des pointes de journée à 20 000 signes. Mais Lovecraft, quand je faisais 8000, j'étais épuisé, j'avais l'impression, et je suis un traducteur rapide. J'ai un premier jet qui est déjà bien en place, et j'ai pas besoin de passer beaucoup de temps à remettre alors, il y a toujours un temps de retravail important, mais je peux arriver assez vite à avoir un premier jet fonctionnel. Oui. Alors qu'on a discuté méthode, c'était parfois ton premier jet est plus brut en général. David, et après, Patrice, je ne sais pas, mais des moments, effectivement, il y a des auteurs, des moments où tu dis le chapitre, hop, en 3 heures, je l'avais avancé. Il y a certains auteurs, quand on est porté par le texte, y compris des auteurs difficiles, ça m'est arrivé avec Alan Moore, qui n'est pas l'auteur le plus simple, mais quand on a trouvé, ça a cliqué de la bonne façon, je peux effectivement abattre du truc. Sur Lovecraft, ça m'est jamais arrivé, et il y a des moments, et sur Smith encore moins, il y a des moments où effectivement le truc 8000 signes, j'ai l'impression d'avoir bien mérité de la patrie. Il y a eu des journées à 4 ou 5 000. 4 ou 5 000 dans mon rythme de travail habituel, c'est misérable. Je crois que David, une fois, on avait discuté, vous m'aviez dit que Lovecraft n'écrivait pas pour être lu. C'est pas moi qui le dis, c'est lui.
C'est-à-dire qu'il l'a écrit et ça se voit. C'est-à-dire qu'il écrit des chaînes, il écrit des cadenas. Hein. Il faut le déverrouiller. Il écrit, un auteur, par définition, ne peut pas choisir ses lecteurs. Or, il faut voir que Lovecraft, d'abord, écrit souvent, en effet, pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des textes, par exemple même des romans, qu'il n'envoie pas aux éditeurs. Le roman, ça suffit, il l'a écrit, il a été fait, non pas pour être publié, non pas pour être lu, non pas pour être vendu, mais il a été écrit pour être vécu par Lovecraft, dans le cadre de ce livre même. Il se donne, si vous voulez, il se donne l'espace, le champ littéraire où lui-même vit, où il est heureux. Je crois. Ça, c'est fondamental. Ça veut dire aussi que beaucoup de référents, ou de possessifs, ou de termes comme, par exemple, thing, il n'est pas toujours évident de savoir si thing, à quoi il fait allusion. Par exemple, Crumble sings in our pockets, dans les montagnes hallucinées. Bon, Crumble, on peut comprendre éventuellement à quoi ça fait allusion, mais est-ce que je laisse ces choses-là? Bon, lui, il sait, nous, pas forcément. Pareil pour les possessifs, même si c'est parfois plus clair à démêler en anglais. Mais là, à un moment donné, si vous voulez, il y a un degré d'obscurité chez Lovecraft où il faut que je sache, moi, je dois percer ce mystère de manière ensuite à savoir dans mon travail de traducteur quel degré de mystère je dois conserver pour le lecteur. Et je dois savoir absolument si le mystère, je le garde ou si au contraire je l'enlève, mais pour prendre cette décision, il faut que je... D'abord, je dis souvent que Lovecraft, le problème, c'est pas forcément de régler les problèmes, c'est de les identifier. Alors, ils ne sont pas toujours apparents. Ensuite, là je rejoins aussi ce que disait Patrice, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est un travail de lecteur. Une grande difficulté, ou une des principales difficultés, je trouve, qui se pose quand on traduit Lovecraft, c'est de le lire et de le comprendre et de le ressentir. Deux remarques à ce sujet. Alors l'une d'elles, moi j'étais très heureux, ou flatté, de recevoir l'an dernier par exemple un mail suite à l'apparition des ouvrages-là, d'un lecteur anglo-saxon qui me dit voilà, moi je suis anglo-saxon et je tiens à vous remercier parce que grâce à votre travail, notamment sur les contrées du rêve, j'ai compris à quel point les contrées du rêve étaient un cycle majeur de Lovecraft. Je n'avais pas compris avant en anglais. La personne l'avait lu en américain. Ça c'est une chose. L'autre, c'est que là, je vais me perdre. Mais peut-être j'y reviendrai plus tard. Oui. Mais il faut absolument identifier tous ces trucs. Encore une fois, savoir que quand il emploie un mot, c'est pas un autre. Tout passer en revue. Ça n'est, en ce qui me concerne, voilà, j'ai retrouvé, pardon. Alex parlait des G. Moi, je fais 5G. Bon, chacun sa méthode. C'est juste que j'ai été formé comme ça. Des G, c'est-à-dire vous sortez une traduction oui, que vous remaniez ensuite. Pourquoi? Parce que je sais très bien que en ce qui me concerne, si vous voulez, la première lecture, le ton, Lovecraft étant un écrivain chez qui la poésie est fondamentale, la poésie aussi c'est des sonorités, c'est des rythmes, pour pouvoir par définition saisir les sonorités, les rythmes et les répétitions, il faut être arrivé jusqu'au bout. Moi, je peux vous dire aussi une chose, c'est que je n'ai jamais saisi le ton à donner à une nouvelle de Lovecraft, dans la traduction, avant, au plus tôt la fin du deuxième G, voire fin du troisième G. Et donc le premier G, j'y vais un peu à l'état brut. C'est super moche, je me dis toujours, pourvu que je ne crève pas là, parce que les gens vont croire que, je sais pas, je suis fou, j'en sais rien. Donc il y a de l'anglais, il y a plusieurs propositions en français, c'est très moche, et en gros, le deuxième G, j'enlève l'anglais, le troisième G, c'est lisible, mais pas plus, quatrième G, c'est censé être beau, et cinquième G, maintenant je fais un G avec Antidote, qui est une première lecture extérieure, pour chasser tout ce qui est, en gros, faute d'orthographe, voilà. Et bon, après, on se pose aussi les mêmes questions. Enfin, moi, je m'étais posé les mêmes questions que Patrice, c'est-à-dire celle des répétitions et autres. Comme le français souffre moins, ne tolère moins les répétitions que l'anglais, quelles sont celles qu'on conserve ou pas? Alors, il y en a qu'on peut conserver, d'autres, en revanche, c'est pas forcément élégant. Mais encore une fois, mon souci, c'est de garder parfois une langue que je qualifierais de poétique chez Lovecraft. Donc, je peux accepter aussi plus de répétitions, mais pas toutes. Pour conclure sur le travail de traduction, je dirais qu'il y a un aboutissement dans la traduction. Pour vous, Patrice, qu'est-ce que ce travail vous a permis de découvrir sur Howard? Qu'est-ce que vous avez compris qui n'était pas si évident que ça avant que vous commenciez? Quel aspect de l'auteur lui-même s'est révélé à vous? La grande découverte, ça a été en fait, ça m'a forcé à travailler sur le style d'Howard, qu'est-ce qui me plaisait dans son écriture. Donc c'est des choses qu'avant je savais pour que j'aimais Howard en tant que lecteur, j'aimais son style, mais j'aurais été incapable d'identifier les facteurs qui me faisaient aimer apprécier ce style. Et le fait de devoir mettre les mains dans le cambouis, je crois que tu disais tout à l'heure, c'est exactement ça, c'est qu'à un moment on est obligé de se confronter à la matière même, à la matière brute du texte, et dire
fait, voilà, c'est ça que j'aime. Et en fait, du coup, j'ai compris la façon dont Howard fonctionnait en tant qu'auteur, comment est-ce qu'il écrivait ses textes, de quelle façon, pourquoi ce qui avait l'air extrêmement facile. En fait, grosso modo, c'est comme quand on est invité chez des gens, je vais faire une allégorie culinaire ici, hein, c'est quand on va chez des gens et qu'on trouve un plat extraordinaire, et que moi j'aime bien faire ça, et en fait, je me suis retrouvé dans la cuisine. Et j'ai dû apprendre à faire les mêmes plats. Et en fait, je me suis retrouvé avec une appréciation enrichie du style de mon auteur. C'est que j'étais content en fait de passer dans les coulisses, de passer dans la cuisine. Ça m'a permis d'apprécier encore plus le repas que j'allais déguster par la suite. Mais est-ce qu'il y a des aspects de sa personnalité qui sont plus fins que ce qu'on imaginait avant, puisque les traductions étaient un petit peu... Alors, tout à fait, mais par contre, là, cette connaissance-là n'est pas venue du fait de la traduction, c'est du fait de travaux annexes. C'est vraiment les travaux que je fais à côté au niveau biographique, littéraire, etc., les études que je peux faire qui m'ont amené ces aspects-là bien plus que la traduction. La compréhension du texte passe aussi par l'étude de la vie et des Oui, influences. je ne vais pas rentrer Non, dans on la va pas question, rentrer dans mais le détail, oui. oui, enfin, disons que ça a été le sujet de la thèse de doctorat Que vous avez présenté à la Sorbonne. que j'ai défendu à la Sorbonne il y a 3 ans, et qui justement traite de cet aspect-là en particulier, donc de tout ce qui est caché dans le texte. Et en fait, la thèse qui traite de toute autre chose, hein, on parle de symboles cachés, de choses cachées, etc. Le fait d'avoir mis ça au jour dans mes travaux universitaires m'a permis justement en fait, d'anticiper sur mes découvertes et dans la façon dont j'abordais mes traductions. Ça veut dire qu'il y a des éléments dans mes traductions, il y a des éléments dans les articles que je donne en début et en fin de chacun des bouquins, en fait, dans lesquels je livre des indices sur ce que je sais à cette époque-là, qui va correspondre aux résultats, aux conclusions de ma thèse. Et en fait, je donne des indices à mon lecteur, mais sans trop en dévoiler. D'accord. David Camus, vous, est-ce que vous avez découvert quelque chose sur Lovecraft dans votre travail? Plusieurs choses. Je dirais, le premier mot que je donne aujourd'hui, c'est la délicatesse. Hein, vraiment. C'est-à-dire que Lovecraft, je dis toujours pareil, c'est pour moi le plus méconnu des auteurs connus. C'est-à-dire que d'une part, bon, d'abord tout le monde ne le connaît pas forcément, indépendamment, je veux dire, hors des milieux un peu littérature de l'imaginaire et de genre, mais même parmi, je dirais, chez nous, on se fait très vite une idée fausse, caricaturale de Lovecraft, et qui en dit plus à la limite sur celui qui énonce certains jugements que sur l'œuvre et l'auteur lui-même. Hein. Je pense notamment sur le racisme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme chez Lovecraft, il y en a et c'est compliqué. J'ai eu des moments de rejet assez violents de Lovecraft, et à un moment donné, j'ai cru que je ne voulais plus en entendre parler. Mais c'est un homme hanté. C'est un homme d'une délicatesse extrême, d'une sensibilité extrême, probablement à fleur de peau. Et le rapport au monde, le rapport aux autres, le rapport à la nature, le rapport à la ville, à sa ville notamment, Providence, etc., tout ça me semblait important, il fallait en parler. L'autre chose, bon, je dirais la gentillesse aussi. Bon, ça peut paraître idiot, mais c'est une valeur, je pense, qu'il aurait à cœur aussi de défendre. Et un autre truc, c'est, je parle de ce qu'on n'avait pas vu avant, c'est-à-dire, par exemple, la générescence est profondément Lovecraftienne, etc. Je ne la mentionne pas parce que je ne suis pas le premier à en parler. D'autres choses, comme d'autres en avaient peut-être parlé, mais l'humour, et un certain humour même potache. C'est-à-dire que je trouvais que par moments, mettre Lovecraft sur un piédestal avec un côté un peu austère, etc., c'est ténébreux, c'est indicible, c'est innommable, machin. Non, enfin, on passe à côté de la plaque, quoi. Vous pensez qu'il avait une distanciation par rapport à ces... Total. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est d'abord, c'est un auteur. Encore une fois, Lovecraft, c'est pas un fou qui écrit des histoires d'horreur et racistes avec des monstres avec des tentacules. C'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement son art, ses sujets, et qui porte sur le monde. Alors un regard qui peut être critiquable si on veut, mais enfin, qu'on peut en tout cas qualifier d'extrêmement lucide. Donc cette lucidité, elle le plonge dans un état de désespoir extrême. Et la question, c'est comment on règle, enfin l'une des questions, c'est qu'est-ce qu'on fait dans la situation invivable, impossible, dans laquelle nous, humains, nous sommes plongés. Alors je ne pense pas que Lovecraft y réponde exactement de la même manière qu'Howard. Enfin, ce sont dans les deux cas des hommes qui sont confrontés à des situations insupportables. Je rejoins totalement David. Hein. C'est vrai que la réaction des gens par rapport à l'œuvre, on a l'impression très souvent qu'on est confronté à des amateurs, des fans, des lecteurs, qu'en fait, ils ont une image de l'auteur et qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas de filtre entre la personne de l'auteur et ce qu'il écrit. Or, en fait, on a affaire à deux écrivains, à deux auteurs, donc justement, qui, par définition,
mettre une distance. C'est-à-dire que Conan, c'est pas Howard, ses personnages ne sont pas lui-même. On peut trouver des éléments, évidemment, des projections autobiographiques, si vous voulez, mais ce sont deux auteurs, donc ce sont des gens dont l'art c'est de l'artifice. Il est important de ne pas confondre l'œuvre, l'homme, l'artiste. Ce sont des choses qui, enfin, il n'y a aucun point commun, ou très peu de points communs. Là, je vous propose on va conclure pour l'instant sur l'aventure humaine qu'a été pour vous le fait de traduire des œuvres aussi importantes. Et on va se tourner vers la deuxième partie de la table ronde que je vous propose, consacrée à la mise en parallèle d'Howard et de Lovecraft, pour voir les points communs, la distance et les choses qui expliquent leur rapprochement intellectuel quelque part. Et je vais me tourner vers Alexis Metzinger, parce qu'autrement il va s'endormir si on ne s'occupe pas de lui. Je suis passionné, donc il n'y a aucun problème. Oui, non, je crois que tout le monde est passionné ici ce soir. Pour revenir sur votre projet de série, dont un épisode est consacré à Howard et un épisode consacré à Lovecraft, cette série s'appelle Aux portes de la fantasy. Aux sources. Aux sources de la justement. fantasy. D'accord. Il y a un truc qui m'étonne, c'est pourquoi vous avez choisi Lovecraft. Lovecraft n'est pas un auteur de fantasy. Oui, certains m'ont dit, je crois, je ne sais plus si c'est Patrice quand c'était parlé de téléphone, non, je ne sais plus, certaines personnes à qui j'en ai parlé, forcément, c'est la première question, c'est non, mais c'est de la science-fiction, non, c'est du fantastique, et voilà. Moi, chez moi, j'ai un livre, je ne sais plus de qui avait édité ça, des articles qui mettent en parallèle Tolkien et Lovecraft. Bon, je ne sais pas trop quel est. Dans tous les cas, c'est des mondes qui datent d'il y a des milliers d'années, bon, voilà. Mais c'est aussi de la fantaisie parce que, comme le disait John, il y a aussi de la magie dedans. Cthulhu, il a beau venir de l'espace, et donc ça relève peut-être de la science-fiction ou du fantastique, si on dit que c'est pas naturel. Il y a des incantations magiques qui le font réveiller ou qui sont peut-être de la croyance. Enfin, il y a un peu de magie quand même. Donc on pourrait dire que ces éléments-là, sans parler des premières nouvelles qui relèvent vraiment du genre de fantasy, où c'était quand l'influence de Dunsany était très présente. Donc voilà. Après, il y a aussi un autre aspect qui au début était là pour nous, alors qui finalement n'est plus dans la série puisqu'on s'intéresse vraiment à l'œuvre, mais le côté, j'ai oublié le nom, mais le fait d'avoir un univers qui se décline en cinéma, en jeux vidéo, en choses comme ça, c'est quelque chose qui est très, bon, qui n'est pas lié à la fantaisie uniquement, parce que maintenant il y a tous les univers, mais quand même les mondes, les lores, enfin, les choses de Tolkien, Lovecraft, sans que ce soit systématique et ça a été systématisé ensuite, a déjà fait ça. Donc il y avait pas mal de choses, et comme on voulait, quand on fait une série pour Arte, à la fois on doit redécouvrir des choses, et en même temps on ne peut pas non plus parler d'un petit auteur méconnu, il faut quand même voilà, il y a toujours les contraintes de voilà, et donc en fait pour moi, et je trouve que dans la cohérence de la série, d'avoir des auteurs qui sont très différents, mais qui chacun explore un peu une porte ou une source, pour reprendre le titre, différente de la fantasy. Du coup, on parle de dark fantasy, ce que ça vaut, mais en tout cas, voilà. Non, mais la question que je vous ai posée était en fait une pure provocation, parce que je comprends très bien votre démarche. Et oui, Lovecraft peut être considéré comme un auteur de fantasy. Ça dépend de l'angle sous lequel on se place, mais effectivement, pourquoi pas? C'est vraiment un point de vue qui se défend tout à fait. Et je tiens à préciser que c'était vraiment pour embêter Alexis, et pas du tout pour essayer de faire œuvre de cruauté à son égard. Après, l'autre question qu'on peut aussi poser, mais bon, ça c'est voilà, quand on parle de la fantasy, quand commence la fantaisie? Est-ce que c'est vraiment William Morris qui commente la fantaisie? Oui, est-ce que c'est tout simplement la définition. C'est Chrétien de Troyes ou voilà, après c'est française. Mais oui, nous, l'idée, mais qui n'a rien d'universitaire, mais de toute façon, on fait une proposition et on fait des films, c'est pour voilà, faire voyager. Et voilà. après, voilà, on n'est pas. Mais ça fait ramener des images. J'ai ramené Voilà. des Alors, images. alors, si vous voulez bien nous présenter un peu de ça, qu'on regarde. Alors, je peux déjà vous montrer. Le tournage s'est déroulé sur combien de temps à peu près? C'est le visuel de la série actuellement, avec une image qui n'est pas un des 4 épisodes, mais qui permet de faire rêver. Alors le tournage, en fait, bon, c'est un peu un tournage Covid, on va dire, c'est un peu décalé. On a tourné, donc c'est 4 épisodes, hein, donc chronologiquement parlant, c'est un épisode sur les frères Grimm, qui ne sont pas encore de la fantaisie, mais qui amènent le merveilleux, on va dire, dans la littérature occidentale. Ensuite, William Morris, dont les romans de la fin de sa vie sont considérés par certains, ou peuvent être considérés comme les premiers, un petit peu qui correspondent à la définition actuelle de la fantaisie, on va dire. Puis Lovecraft et William Morris, à chaque fois, on voit dans les lieux où ils ont vécu, qui sont liés. Il y a eu le tournage qui a commencé en septembre 2021, pas que je me trompe, voilà. Et c'est en mai
Non, en avril, deuxième quinzaine d'avril 2022, donc de cette année, où on a fait un grand tour des États-Unis, parce qu'un des concepts aussi de la série, c'est que John O va dans un lieu, à chaque fois il a un peu un guide spécialiste de l'auteur qui l'emmène, et en parallèle, il rencontre un peu un créateur contemporain pour parler de en quoi ces sources sont toujours des sources d'inspiration aujourd'hui. Donc pour les frères Grimm, on a pu, j'ai eu l'honneur, vraiment, c'est un des plaisirs de, pour le coup, contrairement aux traducteurs qui sont enfermés toute la journée chez eux, voilà, un des plaisirs de ça, on a rencontré Terry Gilliam, qui a parlé des frères Grimm dans son film de manière générale. Pour William Morris, on est allé voir, donc c'était le voyage aux États-Unis, enfin, du coup on est allé voir Robin Hobb, l'auteur, parce qu'il y a pas mal de parallèles sur le féminisme, la nature et des choses comme ça, qui habite à Seattle, donc on a fait un peu un tour. Quand on était à Providence, on a fait quelques heures de route pour rencontrer l'illustrateur Barry Windsor-Smith, Qui avait qui travaillé est, sur les comics dans qui est les le années premier à 70, avoir fait oui. Conan en comics. Et donc c'était une rencontre très émouvante parce que c'est l'un des auteurs qui a aussi beaucoup influencé, enfin, plus qu'influencé, presque décidé John à dessiner de la fantaisie. Donc on a une rencontre. Alors, attendez, on va vous montrer quelques petites photos si j'y arrive. S'il vous plaît. Non, ça ne marche pas. Si, attendez, pardon. Barry Windsor-Smith, qui avait notamment fait un très beau La fille du géant du gel, qui est une pure merveille graphique. Avec le rouge, il y a Ouais. tellement de belles choses. Je vais juste faire une petite recopie. Voilà, pardon. J'ai plus beaucoup de batterie, mais ça devrait tenir. C'est bon, là, vous voyez, là. Alors, c'était sur Texas, j'imagine. Windsor Smith, voilà. Ah Ça, oui. c'est Windsor Smith et John O. John O à gauche. Ouais. Ouais. Windsor Smith devant, donc dans son bureau, enfin dans sa maison, au nord de New York, avec des dessins partout, voilà. Je vois les piles d'originaux et en tant qu'auteur de BD, là, j'aurais aimé être là Voilà. pour feuilleter. On n'a rien pris, hein, on n'a rien touché. Dommage. On n'a rien pris, mais voilà, j'avais quand même ramené quelques volumes à dédicacer. D'autres images, je vais vous demander Alors, d'aller assez vite. rapidement. Mais... Alors, on va commencer par Providence, parce qu'on Oui. est allé d'abord par là. Donc, voilà le tapuscrit de l'appel de Cthulhu. Call of Cthulhu. Le manuscrit a disparu. Il y avait un manuscrit toujours avant un tapuscrit chez Lovecraft. Il détestait D'accord. taper à la machine. D'accord. Les tapuscrits étaient souvent dus à des copains qui se dévouaient. D'ailleurs. D'accord. Là, c'était quoi la maison qu'on a vue? Alors, ça, c'est pas. Alors, je crois que c'est une maison, je ne sais plus si c'est celle qui est de Edgar Poe, mais c'était plus pour montrer un peu une rue. Comme, on va parler, j'imagine, après des différences entre. Donc, oui, on visuellement, entre grandir, vivre à Providence et vivre à Cross Plains. Oui. Voilà, ça c'est John et c'est le parti plus moderne de Providence. Ça c'est donc John et Estidioshi dans l'observatoire, dans le LAD Observatory, donc l'observatoire où Lovecraft allait enfant. C'était Yoshi, le c'est la spécialiste fameuse mondial de maison, Lovecraft. maison Fleur de Lys, qui est dans je ne sais plus quelle nouvelle, mais voilà, c'est ça. Ouais. David a précisé que dans l'appel de Cthulhu, la maison est. Voilà, ça c'est dans le St. John Churchyard, donc un lieu qui comptait beaucoup pour Lovecraft où il est promené. Un autre texte à la John Hay Library. C'est la maison originale de Lovecraft qu'on vient de voir. Oui, l'original, alors je ne sais pas quoi, mais en tout cas de notes sur The Mountain of Madness. Parce qu'il y a une image d'un ancien ou d'un représentant. Non, en fait, il récupérait souvent des. Oui, c'est ça. Ça, c'est la maison qui a servi de modèle pour, je crois, l'affaire Charles Dexter Ward, si je ne me trompe pas. Voilà. Ça, c'est une maison où il a vécu. Vous avez ressenti la présence encore de l'imagerie Lovecraftienne dans les rues? Moi plus, parce que j'avais lu avant, mais j'y suis allé et c'est presque au retour que je me suis un peu replongé d'ailleurs que j'ai lu l'affaire Charles Dexter Ward. J'ai acheté le volume, il était paru entre-temps ou tout ça. Et effectivement, du coup, après avoir été, on voit la ville est restée très ancienne. Oui, la plupart des choses sont restées en état. Il y a des maisons qui ont disparu, comme par exemple celle où il a grandi, il a passé les premières années d'enfance, notamment avec son grand-père. Il y a une célèbre photo de Lovecraft qui a été prise à cet endroit-là. Mais ce qui est fou, quand on va à Providence, notamment à College Hill, qui est la colline où il y a l'université Brown et la bibliothèque John Hay, c'est de voir à quel point beaucoup de lieux, d'endroits dont Lovecraft parle dans ses histoires sont en fait encore là. Hein. C'est extrêmement présent. Alors là, on voit
Une particularité de votre série documentaire, c'est qu'il y a des passages animés pour retranscrire un peu les C'est ça. univers des auteurs. Hein. La série est une coproduction avec une société luxembourgeoise qui s'appelle Mélusine Productions, qui a fait beaucoup de films d'animation. Je ne sais pas si vous connaissez Le Peuple Loup, Le Sommet des Dieux. Enfin, ils ont eu plusieurs Oscars, plusieurs Césars et plusieurs fois nominés aux Oscars. Et en fait, le réalisateur même de la série est Stéphane Rollands, qui est le producteur de la société. Et du coup, dans chaque épisode, il y a environ 6 minutes, on raconte chaque fois une histoire. L'épisode sur Lovecraft, on évoque l'appel de Cthulhu. Donc là, il n'y a pas de voix off, hein, parce que c'est encore en cours de production. Et en même temps, ça permet de garder le mystère pour la diffusion sur Arte. Et donc voilà, c'est l'animation de la première partie de l'histoire. Donc dans chaque épisode, il y a la découverte du lieu, il y a la rencontre avec un artiste et il y a un peu d'animation. Donc là, c'est le début de... Alexis, je vais être obligé de vous interrompre pour qu'on puisse continuer un petit peu sur notre présentation des deux auteurs. Vous avez encore une image? Ah oui, il faut qu'on a... Oui, à Crossfalls. Alors, dans le Texas. alors un peu dans le désordre. Voilà. Ça, c'est la chambre de Robert Howard. C'est pas le vrai, hein, le chapeau. vrai. Mais, oui. Ça, c'est John et Patrice. Bon, voilà, donc, dans la bibliothèque de Cross Plains, devant des épisodes, des numéros de Weird Tales et des tapuscrits aussi, qu'on a pu avoir grâce aux personnes sur place. Ça, c'est la maison de Howard, donc de l'extérieur, transformée au musée. Et c'est au centre de Cross Falls ou c'est en banlieue? Il y a 1000 habitants à Cross Plains, donc Cross Plains. voilà. Mais C'est deux routes qui se croisent, et c'est sur un des deux croisements. Ça, donc c'est pas au centre, mais en même temps, dire qu'il y a un centre, c'est un petit peu dur. ouais. Alors quelques images de road movie qu'on a fait pour la série qui donnent un peu un peu l'ambiance. On n'est pas à Providence, quoi. Là, je sais pas si ça semblait à ça déjà, mais et alors je parle sous c'est Patrice qui m'a dit que ça fait que quelques années que le comté de Providence n'est plus sous la prohibition, quoi. Pas de Providence, Enfin, mais de Callahan. Voilà. On peut acheter et boire de la bière depuis 4 ans à Cross Plains, parce qu'autrement, on était un dangereux ivrogne. Voilà. Alors, encore rapidement, ça c'est donc de dos Patrice et John devant le paysage qui a inspiré la Cimmérie. voilà, le Le poème. poème Cimmérie, oui. Le poème Cimmérie. Voilà. Oui, oui. Donc c'est Patrice devant la bibliothèque de Cross Plains. Je ne savais même pas que tu avais pris cette photo. Oui, oui. Voilà, ça c'est un petit voilà, rapidement. Ça c'est pour le fun, c'est le bar où on a pris une fois un petit déjeuner qui donne un peu une idée de l'ambiance encore très Alors, locale. Les messieurs à gauche ne sont pas déguisés. Je tiens à le préciser. Des vrais rednecks. Voilà. Ça s'appelle chez Jeans, et on est à Ça, 100 mètres de la maison de Howard. Ça c'est John O au Enchanted Rock Park. Enchanted Rock. Alors, là, ça peut amorcer une première question. On se rend compte que d'un côté, il y a Lovecraft qui vit dans une ville qui est très civilisée de Nouvelle-Angleterre. De l'autre côté, il y a Howard qui vit plutôt dans un trou du Texas. Est-ce qu'on doit opposer le plouc texan à l'intellectuel de Providence? Alors, c'est une question complexe, en ce sens que, en fait, la réponse va varier selon à qui Howard s'adresse. Ça veut dire que lorsqu'il est avec les habitants de... J'ai pas vu les animations, du coup je les regarde, je prends 2 secondes. La nouvelle, c'est Au-delà de la rivière Noire, qui sert pour l'épisode sur Conan. Donc lorsque Howard est à Cross Plains, ce qu'il dit, c'est globalement, c'est que personne ne le comprend parce qu'il est auteur, et que tous les habitants de Cross Plains ne comprennent pas ce type qui passe son temps à écrire, en fait, à taper à la machine. Et ils sont tous convaincus qu'il ne fait pas un métier sérieux. Tout le monde lui dit, mais c'est con que tu auras un vrai travail, parce que l'écriture ne peut pas être un vrai travail. Sauf qu'il gagne plus d'argent que n'importe qui. La légende veut qu'il gagne plus d'argent que le banquier, même si elle est belle, mais elle est apocryphe comme légende. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui gagne très 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 bien sa vie la plupart des années de la Grande Dépression américaine. Et en fait, c'est un paria, c'est quelqu'un qui a énormément de mal à être accepté par la population, parce que c'est un intello qui vit dans un village où tous les gens sont des fermiers, où ils gèrent du pétrole, où ils déchargent des trucs de foin. Enfin, il n'a rien à voir avec eux. En même temps, lorsqu'il écrit à Lovecraft lui dit « Mais monsieur Howard, vous êtes un artiste ?» Et Howard lui répond « Mais pas du tout, moi je suis un prolo, je suis un prolétaire,
La raison pour laquelle je ne vais pas écrire une nouvelle, c'est pas parce que c'est un chef-d'œuvre, c'est parce que j'ai besoin de manger à la fin du mois. Alors ce matin, pour vous raconter ma journée, j'ai déchargé un camion qui était rempli de foin. Après, on a été mettre des bœufs dans un enclos. En fait, il raconte que des idioties à Lovecraft. C'est des choses qu'il ne fait absolument jamais. Donc d'un côté, il glorifie l'intellectuel en lui auprès des habitants de Cross Plains et en même temps, auprès de ses correspondants, il dit non mais je suis un vrai gars de la campagne, je suis un prolétaire bien plus qu'un artiste et un auteur. Et cette dichotomie est super intéressante. D'abord au niveau des échanges épistolaires avec Lovecraft et ensuite dans la mise en fiction. Almuric, pour ne citer que ce roman-là, est justement la mise en fiction de cette dialectique, de cette dichotomie qui traverse Howard, cette opposition entre je suis un intello, je ne suis pas un intello, qui est une position qui, pour moi, explique beaucoup de choses quant au fait qu'il se soit suicidé en 1936. Et David, pour vous, est-ce que Lovecraft, c'était juste un intello? C'était un rêveur? C'était quoi? C'était clairement un intello. Enfin, en même temps, parfois on a un peu opposé comme ça, je ne parle pas de Patrice, ni de moi d'ailleurs, mais la vision entre la civilisation qui serait du côté de Lovecraft et alors le côté barbare qui serait du côté de Howard. Je veux dire, il faut lire ce que dit Lovecraft de la civilisation, du monde urbain, des journalistes, des juges, de je sais pas quoi, de la police, de tout ce qu'on veut, des politiciens. Dans ses nouvelles, c'est pas très positif. Hein. C'est quelqu'un aussi, il faut jamais l'oublier non plus. On parlait de fantaisie, moi je n'ai aucun problème avec l'analyse d'Alexis. Et chez qui la nature, enfin, certes c'est Providence, il y a de longues descriptions de Providence, je veux dire, les toits en croupe, tout ce qu'on veut. C'est aussi un auteur chez qui la nature est parfois décrite à longueur de page et de manière extrêmement précise. Si on regarde la couleur tombée du ciel, celui qui chuchotait dans les ténèbres, etc., il y a un amour au-delà de Providence pour la Nouvelle-Angleterre dans son ensemble qui infuse toutes les pages de Lovecraft, et la nature, elle est constamment présente. Pardon, tout ça pour dire que je ne vois pas Lovecraft comme un amoureux de la civilisation, en tout cas industrielle. Chez lui, tout ce qui relève du monde marchand, politique, industriel, etc., c'est une gangrène. Hein. Oui, Alex. Je noterais que en fait, le Lovecraft est un citadin dans sa ville de Providence, qui n'est pas une ville énorme en fait à son époque. Et quand il va s'installer à New York, c'est un calvaire absolu. Donc il a un amour des petites villes pour quand il va faire la tournée des villes côtières, pour visiter, voir les vieilles pierres, ce qu'on appellerait les vieilles pierres, mais qui sont les bâtiments de l'époque coloniale. Donc quand un truc a 250 ans à l'époque, c'est vraiment d'une antiquité fabuleuse pour lui. C'est quelqu'un qui a un goût de la petite ville. Alors, plus grande que Cross Plains, mais dès qu'il arrive, le gigantisme de New York l'écrase, et le côté cyclopéen de Hurley, des montagnes hallucinées, est aussi un reflet de cet écrasement qu'il a pu ressentir à New York, dans mon analyse. Alors, il y a une chose, oui, Alexis. Après, Providence, je pense par rapport à New York, c'est aussi la ville qu'on a vu, les bâtiments du 18e, ou encore le souvenir un peu des colons ou choses comme ça. Je pense que New York, c'est vraiment la ville moderne du XXe siècle. Donc il y a aussi, au niveau de la taille, je pense aussi au niveau de l'architecture, alors que là, effectivement, il avait l'impression en se baladant, j'imagine, qu'on peut plus facilement se projeter dans un passé plus ou moins récent des débuts des États-Unis. Enfin, Lovecraft fait souvent l'apologie de l'architecture géorgienne, de l'époque des rois Georges, etc. Il se prétend aussi sujet britannique, etc. Pardon, pas l'Angleterre, l'Amérique à laquelle il peut se référer et qu'il peut aimer, par exemple, c'est l'Amérique avant celle de l'indépendance. Et Howard, en même temps, se trouve dans un endroit qui est relativement désertique, qui ne propose pas beaucoup de divertissement. Est-ce que la littérature, ça n'a pas été un moyen pour lui aussi de remplir un peu sa vie? Alors, désertique, c'est un lieu qui est riche en histoire. Et c'est quelqu'un qui s'intéresse très rapidement, alors pas au début de sa carrière, mais assez vite, en fait, il va s'intéresser à l'histoire de son État. Le Texas, n'oublions pas, c'est plus grand que la France. Donc c'est quelqu'un qui va s'offrir une voiture en 1932 et en fait il va être sans arrêt en vadrouille. Il va partir des fois 2 jours, 4 jours ou une semaine. C'est pas des séjours très très longs, mais c'est des séjours pour faire 1000 km à l'époque au Texas avec l'état des voitures, l'état des routes. C'est quand même un exploit. Et en fait il va s'intéresser à toutes les régions historiques. Il va aller en Arkansas, il va aller en Oklahoma, Missouri,
Louisiane. Et en fait, il va à chaque fois s'intéresser aux gens, il va interviewer ce qu'il appelle les old-timers, donc les personnes âgées, il leur demande de raconter ce qui s'est passé là, est-ce que vous avez connu tel endroit, tel truc. Il s'intéresse à ce qui arrivait aux Indiens, aux États-Unis. Donc il y a une histoire, une anecdote avec Novaline Price dans laquelle c'est le fameux dernier Indien, dernier Apache qui s'est fêté dans le comté de Brown, donc près de Cross Plains. Sauf qu'en fait, tout le monde dit qu'il s'est fait tuer à tel endroit. Donc en fait, il dit, bah oui, le pauvre Indien, il s'est fait tuer dans 14 endroits différents au même moment. Donc ça le fait assez rigoler. Et c'est quelqu'un qui, regardez, lorsqu'il crée Conan, en fait, au moment où il crée Conan, il invente un autre personnage qui s'appelle James Allison. Et la première nouvelle de James Allison, donc une série de nouvelles qui traite de réincarnation, ça se passe au Texas, dans le Texas préhistorique. Donc il investit sa région dans sa littérature. Un an auparavant, il écrit une nouvelle qui s'appelle L'horreur dans le tertre, qui est considéré aujourd'hui comme le premier western, weird western. J'aime pas trop encore une fois les étiquettes, comme j'ai déjà dit, mais c'est le premier western fantastique. C'est une histoire de vampire. Et en fait, ce que fait Howard, c'est que au lieu de prendre le vampire victorien, le Dracula, et pour en faire une énième imitation, son vampire, il en fait un vampire qui est venu avec les conquistadors. Et en fait, il l'installe au Texas, il texanise quelque part son vampire. Et en fait, c'est ce que fait Howard. Et Conan, c'est aussi exactement ça. C'est de la fantaisie européenne qu'on va déplacer du vieux continent et qu'on va amener dans le nouveau. Et en fait, le Texas, pour Howard, est riche géographiquement et il est riche historiquement. C'est vrai que c'est un État qui est jeune si on prend la perspective anglo-saxonne des choses, parce que les anglo-saxons au Texas, lorsque Howard se suicide en 1936, le Texas n'est même pas américain depuis un siècle. Et l'indépendance, la création de l'État indépendant du Texas, c'est 1836, c'est un siècle auparavant. Il ne rejoint pas l'Union avant 1845, donc c'est 80 ans, 90 ans auparavant. Mais Howard ne s'intéresse pas uniquement à ça, il s'intéresse à ce qu'il y a avant, à ce qu'il y a à côté, il s'intéresse à la préhistoire, il s'intéresse aux autres, aux Mexicains, aux Indiens, etc. On peut avoir l'impression que Howard est quand même un écrivain d'action, d'aventure, et que de l'autre côté, on a Lovecraft qui est plutôt un écrivain d'ambiance, de sous-entendu. Comment est-ce que ces deux-là se sont connus? Comment ils sont venus à s'apprécier? Est-ce qu'on le sait? Je ne pense pas du tout qu'ils s'apprécient, en fait. Donc, Ah bon? donc on en reparlera peut-être. Alors, la rentrée en correspondance est très simple. En 1930, Howard cherche à devenir un auteur plus d'envergure, un véritablement professionnel, et il cherche en fait à nouer des contacts épistolaires hors du Texas. Tous ses correspondants jusqu'en 1930 sont tous du premier au dernier texan. Et lorsque paraît une réédition des Rats dans les murs dans Lovecraft, qui est une nouvelle qui est parue en 1924 dans Weird Tales, qui reparaît en 1930 en réédition, il envoie un courrier à Weird Tales pour dire j'ai lu les Rats dans les murs, et justement j'en profite parce qu'à la fin de la nouvelle, le personnage s'exprime en gaélique, si je me rappelle bien. Et alors c'est étonnant parce que logiquement, le courant scientifique en cours à l'heure actuelle voudrait qu'il s'exprime en brittonique, donc là on parle de dialecte celtique, hein, c'est vraiment. Et donc je m'aperçois que M. Lovecraft, lui, s'exprime en gaélique. C'est intéressant parce que c'est justement une vue qui est rarement partagée par beaucoup de gens. Il se trouve que c'est celle que j'ai. Ce que Ward ne sait pas, c'est qu'en fait Lovecraft a simplement lifté les passages en question de nouvelles de Fiona MacLeod, et que Lovecraft, en écrivant, se dit personne va se rendre compte que j'ai utilisé des trucs en gaélique ou de machin. Et en fait, du coup, donc Weird Tales, Francis Wright, éditeur en chef de la revue, reçoit la lettre d'Howard. Alors le brittonique, le gaélique, il n'y connaît rien, comme la plupart des gens. Au lieu de répondre, ce qu'il fait, il envoie simplement la lettre à Lovecraft, et c'est comme ça que démarre leur correspondance. David Camus, comment vous percevez-vous la relation entre Howard et Lovecraft? Est-ce qu'il y avait vraiment une relation? Est-ce que c'était une relation simplement de confrères? Est-ce que je peux répondre à cette question après avoir répondu à la question que tu nous poseras tout à l'heure? Oui. Pour moi, il y a deux phases. En fait, Oui. Il y a deux phases en fait dans leur correspondance qui sont très simples à identifier. C'est toute la première période qui va de 1930 à 1932-33, dans laquelle Howard commence à être par Dear Mr. Lovecraft, cher Monsieur Lovecraft. Et toutes les premières lettres de Howard, c'est cher Monsieur Lovecraft, je ne suis qu'un humble vermisseau, vous savez tout, je m'excuse de vous déranger, pourriez-vous s'il vous plaît me répondre, pourriez-vous s'il vous plaît m'expliquer? Et on sent que Howard sent qu'il y a en lui un déficit intellectuel par rapport à Lovecraft. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'il se met à beaucoup lire, à beaucoup rechercher, mais il se sent très clairement en position d'infériorité.
Et Lovecraft adopte une attitude un petit peu, alors je trouve moi personnellement, après peut-être que mes confrères vont vouloir me corriger, mais un petit peu de prétention, il est un petit peu smug, il est un petit peu prétentieux, un petit peu hautain. Et progressivement, en fait, Howard va commencer à s'affirmer. Et là, il y a un moment, il change et les lettres commencent par cher HPL. Et là, ça commence. Et en fait, dans la correspondance devient très virulente. Alors, ça reste toujours très courtois en apparence. Alors, il y a des discussions, des fois, il parle pendant 2 pages de voici ce que j'ai mangé. J'adore les fruits de mer, je déteste les fruits de mer, j'adore les fruits. Il parle de politique, il parle de mouvements sociaux, il parle de climat, il parle de tout, il parle de civilisation, il parle de tout et n'importe quoi. C'est toujours passionnant. Il y a des trucs qui sont absolument extraordinaires parce que c'est une correspondance, on pourrait dire, elle est intéressante parce qu'on a quand même 2 géants de la littérature d'imaginaire qui sont en train de causer, mais quelqu'un qui ne s'intéresse pas à cette littérature-là, qui ne fait que s'intéresser simplement à la littérature, ou aux États-Unis, dans la première moitié du XXe siècle, ne peut trouver cette correspondance que fascinante. Ces 2 types qui ont plein de trucs à dire, qui ont des visions totalement opposées. Il y en a un qui vit en milieu citadin, mais qui reste très méfiant par rapport au monde moderne, un autre qui vit dans un monde rural, mais qui n'est pas très à l'aise à l'intérieur de ce monde rural. Alors donc, tout ça reste très courtois, mais il y a des pics. Et les pics, en fait, ils s'envoient des sous-marins, véritablement, l'un sur l'autre. C'est assez impressionnant. Quand vous lisez une nouvelle comme... donc Howard écrit en 1934 une de ses nouvelles les plus célèbres, une nouvelle d'horreur qui s'appelle Les Pigeons de l'Enfer. Alors la genèse de cette nouvelle est fascinante. Lovecraft, en 1930, pontifie véritablement envers Howard. Il lui dit la seule région, la région idéale pour écrire de l'horreur, il n'y a pas mieux, c'est la Nouvelle-Angleterre. Donc la Nouvelle-Angleterre, c'est 6 États américains sur la côte nord-est. C'est l'endroit rêvé idéal de l'horreur. C'est la région de Nathaniel Hawthorne. Tout le reste, c'est rien. Et Howard lui répond, il dit ouais, vous avez tout à fait raison, je suis d'accord, parce que les légendes, etc., ne nous semblent pas très intéressantes, je suis d'accord avec vous. Progressivement, il commence à évoluer. Et il se rend compte qu'il n'est pas d'accord avec Lovecraft, sauf qu'en 1930, il n'ose pas aller contrer Lovecraft. 1934, donc, et il écrit, il a un nouvel échange avec Lovecraft, et il écrit cette nouvelle qui raconte l'arrivée de 2 types qui viennent de Nouvelle-Angleterre, par hasard, là, donc la région de Lovecraft, et ils arrivent dans une région qui est indéterminée, on ne sait pas dans quel état ça se passe dans ce que les Américains appellent l'Arklatex, qui est cette zone qui couvre l'Arkansas, la Louisiane et le Texas, donc cette région boisée, pleine de pins, etc. Donc c'est très très vaste comme territoire, c'est plus grand que la France. Mais ça reste indéterminé, mais en tout cas ce qui est clair, c'est qu'on est dans le sud, on est dans le sud américain, on est dans la région de Howard. Et là, donc, ces 2 types arrivent dans une maison abandonnée, une plantation abandonnée, où il y a des légendes qui datent de la guerre de sécession. On est clairement dans le pays de Howard. Et le type de la Nouvelle-Orléans, qui est censé être celui qui connaît l'horreur, parce que l'horreur ultime ne peut être que celle de Nouvelle-Angleterre, son Lovecraft, son copain se fait tuer, il descend des marches, il y a quelqu'un qui lui a foutu une hache dans la tête, il redescend quand même les marches. Et le type de la Nouvelle-Angleterre, il est terrorisé par ce qui se passe. Quand on lit les chapitres de la nouvelle de Howard, il y en a un qui s'appelle Celui qui chuchotait. Alors, c'est pas dans les ténèbres, mais c'est. Je sais plus. Mais c'est clairement. référence c'est celui qui joue dans les ténèbres. L'appel de la Zouvembi. L'appel de Cthulhu est juste à côté. Ouais, en fait, toute la nouvelle, c'est une nouvelle d'horreur qui fonctionne parfaitement en tant que nouvelle d'horreur, mais c'est également une pique envoyée dans la tête à Lovecraft pour lui dire l'horreur, il n'y a pas que la Nouvelle-Angleterre. Vous savez qu'on est déjà en train d'arriver à la fin du temps qui nous était imparti, comme on dit, mais David, je vous en prie. Un vague commentaire. Enfin bon, Patrice vient de le dire finalement, c'est-à-dire qu'au-delà des correspondances, ces hommes échangent aussi à travers même leurs textes. Et quand même, Lovecraft, dans sa correspondance, je n'ai pas lu l'ensemble des correspondances, en tout cas, de tout ce qu'on a de Lovecraft. Moi, il y a des prises de position chez Lovecraft qui, par moments, dans la correspondance, enfin, pas que, mais me gênent parce que je n'arrive pas à mesurer à quel point il n'est pas en train d'adopter, je n'ai pas de réponse forcément à ça, hein, peut-être que je l'aurai plus tard dans quelques années, mais il n'est pas en train d'adopter une posture pour se donner une image, etc., mais à quel point il est lui-même en accord avec ce qu'il déclare. Là, aujourd'hui, je préfère pas me prononcer parce que j'ai du mal à le mesurer. Et juste pour dire une chose aussi, c'est que certes, Lovecraft travaille beaucoup autour de la Nouvelle-Angleterre, ce qu'on appelle aujourd'hui le pays de Lovecraft, etc., la Lovecraftie, Providence, etc.,
mais pas que, hein. C'est-à-dire qu'on a des nouvelles qui se déroulent en Australie, en Égypte, au Mexique, enfin, sans parler de New York évidemment, même s'il s'agit d'un milieu urbain. C'est quelqu'un aussi qui voyage. C'est-à-dire qu'on a toujours l'image d'un Lovecraft comme d'un reclus, enfin, indépendamment du fait que c'est un reclus qui passe son temps à communiquer et à échanger, en tout cas de manière épistolaire, avec je ne sais combien de correspondants, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à faire des économies et à se priver de nourriture pour pouvoir voyager dans le bus et quitte à y dormir la nuit, parce que ça lui évite d'avoir à payer ensuite un hôtel, qui essaie de... Alors justement, il va aussi à la Nouvelle-Orléans, il va à Québec, enfin, il est curieux du monde. Donc ce n'était pas simplement un reclus qui vivait dans une maison obscure. L'image du reclus, elle date de Sprague de Camp. Ah, Il ne faut jamais oublier que ce monsieur, ce sinistre sbire, est à l'origine de beaucoup des idées fausses qu'on a sur Lovecraft et sur Howard. Oui, Lovecraft prête le flanc, c'est-à-dire que lui-même, en même temps, adopte... C'est pour ça que moi, je peux pas me prononcer aujourd'hui sur la distance qu'il y a entre le Lovecraft de la correspondance et le Lovecraft tel que je me le figure. Je préfère rien dire plutôt que dire un truc que je ne suis pas en mesure d'estimer aujourd'hui. Juste une chose, c'est que Lovecraft lui-même, je veux dire dès les années 20, etc., c'est-à-dire que, autrement dit, vers 30 ans, se présente comme le grand-père, l'aïeul, etc. Il y a un jeu, alors certes, il y a un jeu, mais en même temps, il y a un côté, comme tu l'as dit tout à l'heure, ridicule, etc., que j'ai du mal, enfin, quand même, juste une chose, oui, j'ai traduit tout Lovecraft, etc. Est-ce que je prétends avoir tout compris? Non, il y a des choses de chez lui que je n'arrive pas à comprendre, hein, que je ne m'explique pas, et je ne suis pas sûr, je ne sais même pas si Joshi s'explique tout, je ne crois pas. Hein. En fait, ce qui, moi, je trouve assez intéressant comme approche, et je trouve que c'est particulièrement valable pour Howard et pour Lovecraft, c'est que pour beaucoup de gens, en fait, il y a la fiction d'un côté et il y a la correspondance de l'autre, la correspondance étant la partie dans laquelle les hommes livrent leur réalité. La correspondance chez Howard et chez Lovecraft, et dans leur correspondance respective et commune, c'est quand même deux types qui écrivent en grande partie des nouvelles à l'intention d'un lecteur unique. Il y a toute une partie exagération et chez l'un et chez l'autre, voire déformation, dans lequel aucun des deux ne va laisser la réalité se mettre entre eux et le fait de gagner l'argument qui est en cours. C'est pour ça que c'est une correspondance, en fait, elle est fascinante parce qu'on apprend des choses, mais aussi c'est une extension véritable de leur œuvre. C'est le sentiment que j'ai. Je ne peux pas dire autre chose, mais à quel point, et c'est pareil, si vous voulez, pour pouvoir resituer la vérité, si tant est qu'il y en a une, de l'œuvre et de l'homme dans leur ensemble, à travers ces lettres, les nouvelles, les articles, les éventuels témoignages qu'on a sur Lovecraft et autres, qui sont parfois, alors je dirais concordants, et puis parfois un peu moins, c'est extrêmement délicat. Moi j'ai envie de vous dire, mais c'est un point de vue tout à fait personnel, que le Lovecraft aujourd'hui, à l'heure actuelle, auquel je crois et que je pense être le Lovecraft authentique, c'est celui que je perçois dans les textes de lui qui me semblent les plus aboutis, les plus achevés, comme l'affaire Charles Dexter Ward, la quête onirique de Kadat l'inconnu, les montagnes hallucinées, la vigne du temps, etc. Ce qui est très étrange, c'est que s'adressant à l'autre, il y a une posture. Justement pareil, pardon pour les lapsus encore, mais les textes que Lovecraft écrit pour lui, ce que je veux dire, ce qu'il n'envoie pas à l'éditeur, une lettre, par définition, elle est envoyée à un destinataire. Hein. Dexter Ward, qui est un texte extrêmement personnel de Lovecraft, il n'y a pas de destinataire, ça reste dans son tiroir, ça n'est pas publié son vivant. Guillaume Sowinski, est-ce qu'on peut disposer de quelques minutes supplémentaires? Parce que bon, maintenant, il s'agirait quand même de dire qu'il y a un enchaînement logique qui se sous-entend, c'est que vous allez faire une annonce ce soir et qui est directement liée à ce que nous venons d'aborder, à ce dont nous avons parlé. Alors, quel est votre projet, Patrice? David a traduit toute la fiction de Lovecraft de son côté. De mon côté, j'ai traduit toute la fiction de Howard. Et comme on disait, parce qu'on explique depuis quelques minutes, c'est que la correspondance entre Howard et Lovecraft, elle est juste fascinante. Qu'en grande partie, c'est la prolongation naturelle de leur correspondance. Et donc, donc c'est pour ça que ce soir, nous pouvons donc vous annoncer en avant-première qu'aux alentours de la mi-février, 15 février, sera mis en place un financement participatif pour un projet de traduction de la correspondance complète entre Howard et Lovecraft chez Mnemos. La partie Lovecraft étant traduite par David Camus et moi en charge de la partie Robert Howard.
Donc voilà, il faudra surveiller votre Facebook, vos annonces, vos réseaux sociaux, enfin, etc. C'est un projet qu'on porte en nous depuis 10 ans, qui s'est concrétisé il y a quelques semaines. C'est un projet, on en rêve, comme je vous l'ai dit. On a des idées très précises de ce qu'on veut faire. On veut faire une édition qui sera à la hauteur, j'espère, de vos attentes. On est très, très investi sur ce projet. On a plein d'idées, on a plein d'envies. Et on espère que vous nous suivrez dans cette aventure. Donc, aux alentours de la mi-février, on aura une date exacte très prochainement. Mais voilà. Mais on tenait à faire l'annonce. On l'annonce officiellement ce soir, en fait, puisque l'annonce, c'était secret, quoi, pour l'instant. Mais ça, Voilà. c'est très bien, c'est une bonne nouvelle. Et juste quelques éléments d'information. Ça représente quoi? Quel volume, à votre avis? 3 500 000 signes. Wow. Ok. Non, mais bon, ouais, comme tu dis. Bon, c'est l'une des raisons pour lesquelles ça n'a pas pu se faire avant, c'est-à-dire que ce projet, c'est pas comme si Patrice et moi on l'avait eu puis qu'on l'avait gardé secret pour nous deux pendant 10 ans avant de le porter à Mnemos. Non, c'est que bon, la plupart des éditeurs qu'on avait contactés, évidemment, devant l'ampleur de la chose, avaient plutôt refusé. Là, aujourd'hui, on sait que Mnemos considère que, étant donné qu'il y avait déjà eu le précédent financement participatif sur les Lovecraft et que ça vient, si vous voulez, à la suite des 7 volumes qu'on a fait avec Alex, Julien, Vincent et moi, on peut continuer, on ira jusqu'au bout. Alors c'est vrai que l'idée qu'on a, qui est de faire l'édition ultime, avec tout l'appareil critique, les préfaces, enfin, des facsimiles. On rêve à beaucoup de choses. Je ne sais pas à quel point on arrivera. Bon, moi, il y a un côté totalement terrifiant. Non, c'est-à-dire que je replonge dans le truc. Ok. Et en même temps, je me dis, je vais découvrir. Parce que c'est très difficile. Comme je le dis, je travaille avec des jets successifs, etc. En revenant, je suis assez laborieux. C'est très difficile. Je sais que je vais apprendre 1 milliard de trucs qui vont me permettre ensuite de revenir de nouveau sur les textes d'avant et peut-être encore d'en préparer d'autres, je n'en sais rien. Donc c'est ce côté excitant qu'il y a et en même temps, je retrouve de vieux démons, quoi. Mais vous allez vous permettre quelques commentaires, quelques introductions, des regroupements thématiques. Le but, c'est vraiment qu'on ait une édition super annotée, bien plus que l'édition américaine au passage. C'est vraiment que puisque d'abord, ces bouquins vont s'adresser à un public qui sera francophone. Donc évidemment, il y a des réalités américaines qui sont ignorées du lecteur francophone, mais on a vraiment l'intention en fait, d'ancrer ces livres dans les années 30. C'est le projet qu'on a soumis à Mnemos. C'est véritablement d'illustrer ça avec des photos d'époque. Donc lorsqu'il mentionne des articles de presse, si on peut intégrer des facsimilés, des coupures de presse, on va vraiment rester quelque part entre 1930 et 1936 et on va annoter les faits divers, les choses comme ça. On va donner un maximum de références. Il y aura beaucoup de travail d'annotation. Donner à lire ces deux hommes, leur œuvre et leur époque. C'est aussi simple que ça. Et c'est dans la continuité, le prolongement et peut-être aussi l'expansion de ce que moi j'avais fait, ce que tu as fait aussi, toi chez Brajlon et moi chez Mnemos. Moi j'ai fait il y a à peu près 600 notes, si vous voulez, dans l'édition que je viens de faire. Tout est préfacé. On est là-dedans. C'est pas ce qu'on. Enfin, je veux dire, traduire les lettres pour les traduire, je ne crois pas qu'on l'aurait fait. En revanche, traduire les lettres et s'en servir aussi comme d'un support pour présenter ces hommes, leur œuvre, leur époque, deux hommes dans leur époque, parce qu'après tout, c'est aussi le portrait des États-Unis, du Nord, du Sud, des visions différentes, comme vous l'avez compris. Ça va, je dirais, c'est littéraire, mais ça va au-delà de ça également, enfin, même si on tentait qu'il y ait au-delà du littéraire. Et à votre point de vue, c'est quelque chose qui va apporter encore la compréhension de l'œuvre de chacun? C'est indispensable. Cette correspondance, autant pour Ward que pour Lovecraft, est indispensable, selon moi, à la compréhension de ces deux auteurs, en tout cas avoir une compréhension enrichie de ces deux auteurs. Mais de toute façon, on ne peut pas comprendre Lovecraft si on n'a pas compris que c'était également, je ne veux pas dire surtout, mais enfin, en tout cas aussi, donc, un auteur de lettres. Quelqu'un qui a une correspondance extrêmement abondante, ancienne, et avec toutes sortes de correspondants. On pourrait parler de Carson Smith, de Barlow, enfin, bon, toutes sortes de personnages. Je ne sais pas, j'en sais rien. Enfin, aujourd'hui, les financements participatifs permettent beaucoup de choses, mais peut-être qu'un jour, on aura en France. Ah oui, Alexis Médecin, j'ai le petit Alexis Médecin. Je vous en prie. J'ai lu ou cru lire que dans cette correspondance, finalement, c'était Lovecraft qui aurait encouragé Howard à se détacher un peu de l'historique, à mettre du surnaturel, les créatures, et que c'est lui qui a été un peu le déclenchement pour le passage à la fantaisie. Est-ce que c'est exagéré, c'est faux, c'est vrai ou Non, c'est pas. Enfin, il n'y a
pas ça du tout dans la correspondance. Ce qu'on va retrouver en revanche, c'est un Lovecraft qui va reprocher, mais pas tellement dans les lettres à Howard, plutôt dans les lettres à d'autres correspondants, en particulier Derleth et Clark H. Smith. Il va dire oh ben, je suis déçu que Howard il a encore écrit un récit d'action. Et parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'il n'écrit pas un récit d'horreur? Parce qu'en fait, c'est pas un auteur Lovecraftien, et ça, et Lovecraft a du mal à le comprendre. Pas de questions, vraiment pas de questions? Si, quand même. Bonjour, moi j'ai une question en fait sur ce nouveau projet. Quand on entend ça, on se dit ah mais le top, ça serait en fait qu'ils s'envoient les lettres et puis qu'ils les traduisent et qu'ils fassent des allers-retours comme ça. C'est ce qui donne envie de rêver. Puis d'un seul coup, on se met à penser ah ouais mais il y a les 5 passes de traduction et ainsi de suite. Et puis peut-être qu'une semaine on va pour bosser sur 10 lettres. Donc est-ce que vous avez déjà commencé à choisir là-dessus? Est-ce que vous allez partir sur la version un peu rêvée ou... Alors en fait, justement, ce qu'on veut, c'est quelque part que cette traduction de la correspondance soit le prolongement de ce qu'on a déjà fait. Et en fait, David, c'est quelque part la voix française. C'est un peu comme un acteur de doublage. Hein. C'est la voix officielle de Lovecraft, et je suis devenu aussi la voix officielle de Howard. Et en fait, j'ai pas envie de passer dans les textes de David, parce qu'en fait, je veux garder ma voix de Howard, entre guillemets. Je veux pas que ce soit pollué par le ton Lovecraftien de David, et vice-versa. Donc on va en fait essayer de garder nos styles respectifs. On va se relire, mais pas pour les questions de traduction, pour des questions, ça peut être de je sais pas trop quoi. Mais ça sera il traduit la partie Lovecraft, je traduis la partie Howard. On a déjà travaillé ensemble. Hein. C'est-à-dire, on a déjà fait plein de bouquins à 4 mains. on aime beaucoup travailler. Enfin, je dis on, mais je t'inclus dedans. Ah, moi, oui, je suis fou de joie. Voilà. Non, mais on a déjà travaillé ensemble. De toute façon, vous l'avez compris, bon, il y a un côté, on veut créer une arche qui relie aussi, en France en tout cas, c'est déjà le cas aux États-Unis, mais qui relie aussi pour nous ces deux auteurs. Créer cette passerelle. Vous avez compris que tout notre travail a consisté à créer des passerelles, alors entre les nouvelles, entre les œuvres, etc. Mais là, il y a quelque chose d'encore plus ambitieux ou démentiel, ça dépend des qualificatifs qu'on veut donner. Et on va faire ça. De toute façon, que Patrice, et pour moi c'est normal qu'il fasse Howard, et c'est normal que moi je fasse Howard, mais ce travail, attention, hein, je veux dire, vous faites les distinctions que vous voulez, et nous aussi, mais c'est ensemble. On le fait ensemble. L'appareil critique, les relectures, l'accompagnement. Moi, je vous le dis honnêtement, ce travail, je ne me lance pas dedans s'il n'y a pas lui. Hein. Même chose. Je crois que la question, c'est... Ah oui, je crois que j'ai compris. Comme si on allait vivre la temporalité de la correspondance. Je viens, pardon, on est lent, tu vois. On est lent, j'ai compris. On est très lent. Ah oui. Ah, non, on n'avait pas pensé à ça. C'est une remarque intéressante. C'est une excellente remarque. Oui. On n'y a pas réfléchi. J'avoue, alors c'est On une très achète bonne l'idée. remarque. On a 20 centimes, c'est bon? C'est une très bonne remarque. Bah, merci. Oui, pourquoi pas? Why not? Parce qu'en fait, ça permet de garder le dans rythme. l'échange de notes. De garder le rythme. Et d'ailleurs, ce qui n'exclut pas le fait que là, tu parlais des 5G qui, pour moi, sont totalement indispensables. Je ne sais pas si je pourrais vivre sans, mais ça n'exclut pas. Je veux dire qu'on fasse un premier G ou un V2, je ne sais pas quoi, comme ça, en s'envoyant effectivement les lettres, en recréant de manière, aujourd'hui, la temporalité de la... Je trouve que c'est une idée géniale. Hein, merci. La temporalité de la correspondance, quitte à revenir après, une fois qu'on a tout fait. Qu'est-ce qui nous empêche de revenir? Tu me diras par l'éditeur, mais X fois sur le... et nos femmes, mais X fois... La vie, l'alimentaire. Ouais, okay. La vraie vie, il paraît que ça existe. Et avec une caméra qui suit le tout sur la temporalité pour c'est ça, réactions. On sera filmé en direct. Il y a John Milius qui va passer derrière nous. On sera dans des salles et vous pourrez voter si on fait la prochaine lettre ou pas. Et non, mais l'idée a quelque chose d'assez génial et d'excitant, mais il faut qu'on... Alors, on va mettre des trucs hein, dans les bonus. J'ai la chance d'avoir la plus grosse collection au monde de photos originales, tirages originaux de Howard. Donc dans ma collection, j'ai des photos que Howard a envoyées à Lovecraft, annotées, etc., qui ne sont jamais parues nulle part. Donc ça va apparaître pour la première fois dans ces volumes-là. Voilà, on va vraiment faire une édition qui va être enrichie. Vous savez, comme les yaourts, là maintenant ils mettent plein de trucs en plus. Hein. Ce sera plus qu'un simple yaourt. Hein. Ça va vraiment être ça va être super enrichi au bifidus actif ou je sais plus quoi. Et après, vous allez avoir un dôme brillant. Donc, on se rappellera aussi qu'en courant décembre, les dimanches, il faudra regarder après. À partir du premier dimanche, le premier épisode sera diffusé le dimanche 4 décembre
Quelle heure? Le matin, alors je crois que c'est vers 11h, en tout cas c'est en fin de matinée, c'est sur les Frères Grimm. Et je précise aussi, je rajoute un petit détail, c'est que pour l'épisode sur Lovecraft, l'artiste contemporain qu'on a interviewé, mais cette fois-ci à distance, John n'était pas en présentiel, c'est Mike Mignola, le créateur de Hellboy